l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu, Nero? Bonjour à toutes et à tous. Je vais très très bien. Et toi? Ouais, ça va très bien aussi. On continue notre thème sur qui s'appelle La Cité de la Peur. Notre périple à travers la peur, effectivement. Voilà. Pour un 3e film. Quel est donc ce film? On a choisi de vous parler de Coraline aujourd'hui, qui est un film d'aventure, épouvante, très léger. Hein. Le but du film n'est pas vraiment de faire peur, et fantastique. Sorti le 10 juin 2009 en France, réalisé par Henry Selick, et produit par le fantastique studio Laika, studio américain. Tu dis qu'il fait pas peur, mais j'ai vu des gens sur Twitter dire qu'ils ont jamais... Genre un youtubeur assez connu qui a dit qu'il a jamais regardé le film en entier parce que ça l'a fait flipper. Les bonhommes avec les boutons dans les yeux et tout. Ouais, c'est vrai que je dis ça et que j'ai aussi déjà eu des discussions avec des gens qui ont été un peu traumas par les boutons cousus sur les yeux. Et... C'est vrai que ça donne un côté glauque un peu. Ça. Il y a des choses montrées dans le film, c'est vrai qui peuvent toucher certaines personnes, je pense. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque avec le recul. Ouais, bah tu vois. C'est peut-être parce que j'ai suffisamment de recul sur les films pour vraiment être touché par ce genre de choses, mais ouais, je comprends parfaitement. Ouais, il y a un côté glauque et malaisant. Ça me fait penser un peu dans le style au Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, où je trouve le film vraiment génial et onirique, mais il y a plein de gens qui ont été traumas par le croque-mitaine avec ses yeux dans ses mains, la scène du repas, là, le boogeyman, là. Ah, tu m'étonnes aussi. Voilà le truc, quoi. Sur le coup, oui, bah oui. Est-ce que tu l'avais déjà vu, d'ailleurs, Coraline? Ouais, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, à peu près. Ouais, quasiment à sa sortie, finalement. Non, je l'avais acheté en Blu-ray, mais peut-être genre 2 ans après, je crois, un truc comme ça. Ouais. Parce que je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu à la maison. Et j'avais un bon souvenir. Je me souvenais plus là de ce qui se passait dans le film, mais j'avais un bon souvenir du truc et ça m'a fait plaisir de le revoir. Ouais, pareil. Je l'ai pas vu au ciné. Je l'ai vu dans un cinéma, mais je l'ai pas vu au cinéma à sa sortie. D'accord, ok. Ah, tu l'as quand même vu au cinéma? Je l'ai vu dans un théâtre, je pense que je t'en ai déjà parlé de cet événement, il y a la nuit de l'animation tous les ans. Ah oui. Qui clôture le festival de l'animation qui dure 1 semaine sur l'île, donc avec des projections de courts-métrages, de moyens-métrages, de projets étudiants, etc. Donc il y a de clips de musique, tout ça, donc plein de choses. Ouais. Et ça se clôture, ces semaines-là se clôturent sur la nuit de l'anime où tu passes une nuit à regarder dans un théâtre, le théâtre Sébastopol. C'est 3 longs-métrages projetés, entrecoupés de courts-métrages et de clips musicaux, tout ça. Et c'est super sympa. Ça dure toute une nuit, tu viens, tu te poses, tu mates ton film et pour tout sac de couchage au cas où tu t'endors, 2-3 trucs à grignoter et c'est très très bien. Quoi? Il y a un camping? Non, tu dors, tu t'endors sur place ou tu t'en vas de la séance pendant la nuit. Ah, tu peux dormir là-bas? Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Mais oui, tu peux t'endormir sur ton siège, finir ta nuit là-bas et t'as un petit déj qui est offert et tout le lendemain matin, c'est trop bien. Je sais pas, mais dormir sur un siège, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais il y a un cap dans la nuit où tu tiens pas trop. Il y a toujours un moment où tu vas somnoler, et puis après, de temps en temps, t'as un pic qui revient, donc et tu termines ta nuit, c'est cool. T'es rincé après, t'es fatigué, mais c'est trop bien comme event. Ouais, je sais pas pourquoi ils font tous des trucs la nuit. Je ne sais pas. Après, moi, j'aime beaucoup regarder les films la nuit, donc ça me dérange pas. Moi, je m'endors direct. Je suis vieux. Bon, pour revenir à Coraline, je vais vous balancer mon petit synopsis pour le film, avant d'attaquer un petit peu la prod. Le film nous narre l'histoire de Coraline Jones, 11 ans, curieuse et intrépide. Elle se sent en décalage complet dans sa vie familiale. Suite à un déménagement, elle se retrouve seule en campagne avec ses parents ennuyeux et obsédés par leur travail. La découverte d'un monde alternatif trépidant lui apportera le lot d'aventures dont elle avait besoin. Coraline, c'est une adaptation du conte éponyme de Neil Gaiman, paru en 2002. Donc c'est récent. Ouais, c'est récent, on va dire ça. Déjà bientôt 20 ans. Oui, mais ça bon. pique. Bon. C'est plus récent. Quand on a fait des adaptations plus vieux trucs, il me semble. Oui. Tu vois. J'ai profité de l'occasion pour lire son livre. Ouais. Alors. Je pourrais faire des petites comparaisons un peu plus tard et franchement c'est très sympa. Ça se lit très très facilement. J'ai pas lu la parution récente. Enfin, il y a une nouvelle parution, une nouvelle traduction il y a assez récemment, peut-être 2-3 ans, peut-être si je dis pas de bêtises. Ok. Moi j'ai lu celle la première, je crois. Donc c'était c'était très sympa, ça se lit super facilement, c'est agréable. C'est quoi, c'est une nouvelle, non? C'est un truc assez court. Non, c'est un petit roman en fait. Ah d'accord, quand même. C'est pas, je crois que c'est 1h30 lecture, 2h grand max. Donc c'est court. Coraline, elle est tout aussi intéressante, tout aussi touchante que dans le film.
Il y a des petits changements, hein, c'est quand même, il y a quand même eu vraiment un travail d'adaptation. Il y a pas mal de petits éléments, de petites choses qui changent par rapport au film. Je vais y revenir et c'est le travail qui a été fait dessus, c'est vraiment intéressant. Franchement, le scénario, il s'en sort vachement bien. Et de toute façon, Gaiman en plus a approuvé ce film, hein, donc a approuvé le scénario, tout ça, donc. Il a pas bossé avec eux même un peu, je crois. Il est pas venu sur le Si, plateau, un petit tout peu avec. Il ça. a bossé avec Henry Selick, il était là un petit peu sur le plateau et tu peux même le voir dans les bonus. bonus un petit peu, Ouais, je l'ai dans les vu. making of. Hmm, Selick et lui s'étaient rencontrés bien avant. D'accord. Le courant est bien passé entre les deux apparemment et le projet est né de tout ça quoi. Selick a fait un beau boulot d'adaptation. En même temps, Gaiman, c'est un mec qui est très spécialisé dans le fantastique. Je sais pas, on dirait que c'est un peu Burton, mais mais un auteur, quoi. Enfin, un auteur de livres, j'ai l'impression. J'ai rien lu de lui, je connais deux trois choses, mais j'ai rien lu de lui à part Coraline. Ouais. Mais oui, je crois qu'il touche beaucoup au fantastique. Ici, c'est que ça. Parce qu'il y a Non. le comic Sandman, par exemple, c'est du fantastique. T'as une série sur Amazon Prime, c'est American Gods. C'est aussi une adaptation d'un livre de Gaiman. Mais c'est du fantastique aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est du fantastique aussi. J'ai pas regardé d'ailleurs. Moi, j'ai vu la saison Bah du coup, comme tu tapes un petit peu dans ses œuvres, 1. t'as vu la saison 1 ? Ouais. C'était très, très cool. Pour resituer un petit peu le personnage pour les auditeurs, Neil Gaiman est un célèbre écrivain et scénariste anglais, donc né en 60. Il est plutôt productif, hein, je pense qu'il y a parmi vous, il y a peut-être des choses que vous avez vues ou lues de lui. Parce qu'il a, par exemple, rien que pour le cinéma, il a coécrit le scénario de La Légende de Beowulf, de Robert Zemeckis. Il a travaillé sur Babylon 5, Doctor Who, Les Simpsons ou Big Bang Theory. Dans les livres, on peut citer parmi les plus connus, du coup, Stardust, qui a aussi eu droit à son adaptation cinéma. Ah oui, je l'ai vu. En 99. J'ai vu le film. Ah non, c'est celui avec David Bowie, ça. C'est pas ça? Non, Stardust, l'adaptation, c'est avec Charlie Cox, je crois. Charlie Cox. Ouais. Quand il était gamin? Pas gamin, mais beaucoup plus jeune, ouais. C'est pas le film de Matthew Vaughn, Stardust? Peut-être, je crois que c'est ça. Qui est pas si vieux que ça, donc Stardust sorti en 99. Mais non, 2007. Pas le film, hein, le livre. Ah, c'est pour ça que ça me... Moi, je pensais au film. Non, du coup, le livre est apparu en 99. Ok. Oui, le film, j'ai vu. Il a écrit American Gods, donc en 2001, dont il a aussi, je crois, aidé à l'adaptation. Ouais. Entre Mondes, en 2007. Good Omens, avec Terry Pratchett. C'est une coécriture. Bah, Good Omens, c'est aussi une série, je crois. Oui, bah du coup, il a adapté le scénario pour la série Good Omens, du coup. Ouais, d'accord, ok. Comme tu disais un peu plus tôt, il a travaillé sur Sandman, Ouais. Les Eternals, ou La Dernière Tentation, qu'il a coécrit avec Alice Cooper. Les Eternals? Oui. De quoi, pas les trucs de Marvel? Je crois que c'est bien ça, il a bien travaillé sur les Eternals de Marvel. Je sais Ah pas ouais quelle version, mais il a d'accord. travaillé sur une des versions apparemment. Ah, je savais pas du tout. Ok. Comme Sandman, il a fait du scénario de bande dessinée et de comics, donc... Oui, il a fait les deux, lui. Et il est blindé de récompenses. Il a Ah gagné ouais mais plein de prix, donc des fois, plusieurs fois le même prix. Genre? Par exemple, pour Coraline, il a gagné plusieurs prix, dont celui du meilleur roman court en 2003. Pareil pour American Gods en 2002, meilleur roman court, donc le prix Hugo, tous les deux. D'accord. Pour le prix Bram Stoker, il l'a eu en 99, en 2001, en 2002 et en 2003. Donc pour Les Chasseurs de rêves, American Gods, Coraline et Les Nuits éternelles. Ah ouais, ok. Et pour Sandman, donc ça c'était pour le prix Bram Stoker, et pour Sandman, il a gagné plusieurs fois le prix Eisner pour la meilleure série en 91, le meilleur recueil, le meilleur scénariste, la meilleure série de nouveau en 92. Donc tout ça pour Sandman, et il y a encore il y a une liste monstrueuse, hein, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir ça sur le net. Ok. J'irai voir, parce que je suis pas au courant moi non plus. Ça voilà, c'est un auteur assez reconnu. Hein, ouais, bah complètement, ouais. Contemporain assez reconnu, donc je suis pas étonné qu'il ait autant de prix, vu le nombre d'adaptations qui ont été faites de ses travaux divers et variés, et ce sur quoi il a travaillé, je comprends parfaitement. Mais moi, tu vois, en fait, le lien que je voulais faire, c'était avec Burton un peu, parce que Burton, il a bossé avec Selick pour L'étrange Noël de Mr. Jack. Exactement. Et tu vois, il fait que du fantastique, Burton aussi. Donc tu vois, je trouve les deux, ils se regroupent un peu. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc un peu entre les deux. Il a peut-être vraiment son univers aussi, Gaiman. Je connais pas, du coup, je pourrais pas vraiment dire, mais d'après les échos et ce que j'ai pu trouver dans mes rapides recherches, il a l'air aussi d'avoir son univers. Du coup, oui, il y a peut-être un lien autre que celui de Monsieur Selick, donc avec Burton à faire là-dessus, ouais. Mais c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il s'entend bien avec Selick, quoi, si tu veux. On va parler d'Henry Selick, mais juste avant, le projet de Coraline a, pendant un temps, été pensé comme un projet en live action, avec Dakota Fanning dans le rôle titre, qui finalement servira de voix pour Coraline. Ouais, parce qu'en vrai, Dakota Fanning, ça l'aurait bien fait aussi, je pense. Hein. Ça lui aurait été bien en live. Ouais, parce qu'en plus, elle avait l'âge et tout, à l'époque. Ouais. Elle a vraiment été castée parce que pour eux, elle collait bien au personnage. Ouais. Et ils l'ont recontacté un peu plus tard, quand le projet évoluait, pour qu'elle fasse la voix tout de même. Et c'est ce qu'elle a fait, pour la VO. Ok. Donc, monsieur Henry Selick, on va le présenter un petit peu. Ouais. C'est un réalisateur, producteur et scénariste né en 52 dans le New Jersey.
Il est réal, producteur et aussi co-scénariste sur Coraline. Uh-huh. C'est un véritable spécialiste de la technique stop motion. Écoutez notre podcast. Ah tiens, ça me rappelle un truc ce nom. C'est vrai qu'on n'a jamais trop expliqué, mais pour la technique stop motion, comme c'est vraiment la première fois qu'on l'aborde réellement, même si on a déjà, j'ai évoqué cette technique rapidement sur Le Petit Prince. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est la première Tout fois. n'était pas de la stop motion vraiment sur Le Petit Prince, ouais. Oui, c'est vrai. J'allais dire, ouais, c'est la première fois qu'on filme en stop motion dans stop motion. Voilà. Un film vraiment complet en stop motion, c'est la première fois. Ouais, ok. Et la stop motion, pour les gens qui ne connaîtraient pas trop ce terme, ça consiste à animer, à faire de l'animation en volume, en fait, avec des véritables objets, que ce soit des marionnettes, des jouets, des ustensiles, des outils, de la nourriture, un peu ce que vous voulez. Après, il y a d'autres techniques qui peuvent être appelées autres que stop motion, mais voilà, globalement, c'est animé en volume. Et le but, c'est de c'est de faire un mouvement, de prendre une photo. Globalement, c'est ça. Hein. La technique peut être beaucoup plus élaborée, mais basiquement, stop motion, c'est ça. Vous faites un mouvement avec votre objet, vous lui faites faire ce que vous avez envie. Donc, un mouvement, vous prenez une photo. Un mouvement, vous reprenez une photo, tout ça. Vous répétez la chose jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Puis après, vous montez vos images les unes à la suite des autres. Et techniquement, vous avez un court-métrage en stop motion. On m'avait montré une appli qui faisait ça. Tu prenais une photo, tu sais. Genre, tu bougeais un petit peu ton bonhomme et tout, tu le faisais avancer, machin. Et ça te faisait un petit dessin animé. C'était cool. Et très vite, hein. En 5 minutes, t'avais un dessin animé, quoi. Enfin, juste un mec qui avance, chouette. quoi. Ouais. Bon, vous pouvez faire ça avec vos Lego, ce que vous voulez, vos Bionicle, par exemple, ça se prêtait très bien à l'exercice à l'époque. Comme on est vraiment sur une marionnette ultra sommaire, par exemple, un Bionicle, donc c'était parfait pour faire ce genre de choses. Oh, peut-être les Bionicle. Attends, c'était les Lego robots, ça. Ouais, c'est ça, les sortes de Lego robots, ouais, mais c'est parce que dans l'architecture, c'était des choses, tu pouvais leur faire des mouvements et genre arrêter leurs mouvements, tu sais, comme ah oui, comme leurs pieds, enfin par exemple leurs pieds, leurs bras et tout, c'était ouais. assez rigide. Ouais. Elles sont complètement articulées, du coup tu pouvais leur faire des demi-mouvements, des petits mouvements légers, etc. L'animation, faut que ton personnage fasse des mouvements petit à petit pour donner l'illusion de mouvement à la fin quand t'as fait ton montage. Ouais. C'est bien de pouvoir avoir la possibilité de très très faiblement animer, de faire des petits mouvements, et c'est ça que par exemple les Bionicle le permettaient, quoi. Voilà, c'était la minute Bionicle. Ok. Non, ok. C'est intéressant. Henry Selick, c'est pas un réalisateur très 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 connu du grand public, j'ai l'impression. Il est surtout connu pour James et la pêche géante. Bah non, il est connu pour un autre. Alors, justement, c'est le véritable réalisateur de L'étrange de Monsieur Jack, et non, ce n'est pas Tim Burton. Pour la plupart des gens, c'est Tim Burton le réalisateur, parce que c'est son univers, mais ce n'est pas lui qui a réalisé le film. Voilà, ouais, c'est lui je crois que c'est Tim Burton qui a fait les personnages et tout. Mais oui, c'est un truc comme ça, hein. Tim Burton est crédité, il a fait partie de la direction artistique du film. Ouais. Il est le scénariste, il est l'auteur du poème original, qui donne naissance à l'univers de Jack. Ok. Mais il a été présent que quelques jours sur le tournage. Il a complètement, il était occupé par Batman Returns, donc Batman le défi, son second Batman à l'époque. Il a délaissé complètement la réal à Selick, à Henry Selick, et c'est lui qui a complètement assumé et réalisé le film, quoi. Ah, mais c'est sur la jaquette avec Tim Burton présent, donc pour ça aussi que les gens pensent que c'est Tim Burton, tu vois. Exactement. Mais je savais pas du tout que c'était un poème sur le coup, Jack, à la base. Alors de base, ouais, c'est un poème qu'il a écrit lorsqu'il travaillait chez Disney, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, L'étrange de Monsieur Jack, si j'ai pas de bêtises, c'est une coprode Disney. Ah oui, c'est Disney, ouais. C'est pour ça que tu pouvais voir d'ailleurs le trailer, la bande-annonce sur les cassettes Disney à l'époque. Ouais, bah oui, bien sûr. Toi, je sais pas si tu le connaissais particulièrement, Henry Selick. Bah, je connaissais son nom parce que je m'étais un peu renseigné sur L'étrange de Monsieur Jack ou j'avais regardé qui était le réalisateur ou Coraline, quoi. Mais j'ai pas vu James et la pêche géante, par exemple, et bah, il a pas fait beaucoup de films après, donc je peux pas dire que je connais très bien ce qu'il fait, quoi. Il en a pas fait beaucoup, non. Ouais, voilà. Et c'est plutôt il correspond un peu à l'artiste de l'ombre, hein, dans sa définition. Ouais. Un peu comme le mec de Jinro. Un petit peu. Bah voilà, tu peux un peu le comparer parce qu'il a quand même travaillé sur des trucs de malade, hein, Monsieur Selick. Ouais. Parce qu'il a travaillé sur Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah oui, d'accord, ok. En tant qu'animateur. Il a travaillé sur Basil détective privé, si ça te dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose, on a fait un podcast dessus. Épisode 2, écoutez ce podcast. Eh ben, il a animé des personnages sur il est pas crédité officiellement, mais il a animé des personnages sur ce film. D'accord, ok. Il a été storyboard artiste sur Tron, tout premier du coup. Oui, donc il bosse chez Disney, sur lequel il n'est pas crédité non plus. Il bosse chez Disney, quoi. Il a bossé un peu chez Disney. Là, déjà 3 films, c'est Disney, quoi. Bah du coup, 4, parce qu'on a cité L'étrange de Monsieur Jack. Aussi, ouais. Il a également travaillé sur Monkey Bone, que je ne connais pas du tout. C'est un film avec Brendan Fraser. Ouais, je vois ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Je l'ai pas vu non plus, donc... C'est avec un singe en 3D. Peut-être que je le regarderai, du coup, je suis curieux. Il a été le réalisateur de la série adaptée du jeu vidéo Little Nightmares. Il y a une série adaptée de Little Nightmares? Ah bon, je savais pas. Apparemment sortie en 2019. Ah ouais, je savais pas non plus du tout. Je vais aller chercher ça après, parce que ça m'intéresse. Faut que je fasse toujours le jeu d'ailleurs, c'est toujours pas fait. Mais ça avait l'air bien, et ça a l'air de bien correspondre à son univers univers quand même. à mort. Ah oui, c'est pour ça.
Et actuellement, il a réalisé un film qui s'appelle Wendell and Wild, qui est actuellement en post-production, qui devrait bientôt sortir, je suppose. Donc on aura logiquement assez tôt un nouveau film de sa Une part. animation? Je ne sais pas du tout. Ok, il y a pas de... Ok. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu du studio Laika? Oui. Je pense que c'est le moment peut-être de présenter ce studio qui est carrément à part en fait, je trouve. Pardon. Bah oui. Sur le coup, ils ont leur vraie identité et tout, quoi. C'est un de mes studios favoris, je pense, d'animation. Ouais, clairement. Je sais pas si c'est mon studio favori, mais en tout cas, ouais, leurs prods, elles sont très très cool. Mais j'ai pas vu les dernières, je crois. Toutes dernières, là. Monsieur Link, j'ai pas vu ça. Monsieur Link, c'est très sympa. Je l'ai vu, c'est plutôt cool. Ouais, je regarderai. C'est très coloré et tout. Franchement, c'est très très sympa. Donc, Laika Entertainment, c'est un studio d'anime américain. Ils sont vraiment spécialisés dans la stop motion. C'est fondé en 2005. Je vais essayer de faire très rapide parce que sinon ça va pas être très marrant à écouter. Le nom est en hommage à la tristement célèbre chienne envoyée par les soviétiques dans l'espace en 57. Ouais, si ça te parle. Ouais, je connais. Donc la petite Laika. Pour faire simple, pour l'origine du studio, à la base, on avait fin 90 le studio Will Wheaton Studio, qui a notamment travaillé sur Return to Oz et Moonwalker de Michael Jackson. Ok. Ils étaient en difficulté financière, ils cherchaient des investisseurs, donc ils sont entrés en contact avec Phil Knight par le biais de son fils Travis, qui était animateur chez Will Wheaton Studio. Et en fait, Phil Knight, c'est l'ancien CEO et créateur de la marque méconnue Nike. Marque méconnue. D'accord, ok. Donc c'est un mec qui n'a clairement pas de thunes. Pas du tout. Il a 0 $. Il a investi petit à petit dans Will Wheaton Studio en 2002, jusqu'à l'acquérir en 2002. En 2003, Henry Selick a rejoint le studio en tant que directeur superviseur. Et en 2005, ils ont officiellement fondé Laika. D'accord, ok. Leur premier film, on y revient, ce fut Les Noces Funèbres. Ah, c'est Noces Funèbres, leur premier film? Je croyais que c'était Coraline. Alors c'est Noces Funèbres, c'est juste un an avant Coraline, si je ne dis pas de bêtises. Je savais pas que c'était Laika qui avait fait ça. Je savais pas du tout. Donc Laika, c'est aussi Coraline, qu'on fait aujourd'hui, les Box Trolls, et mon favori, Kubo et l'armure magique. Ouais. C'est tout du... Y a pas Paranorman aussi, c'est pareil, ça? Paranorman, je ne crois pas. Ah ouais? J'ai un petit doute. Ah si, c'est peut-être eux. J'ai un petit doute, je sais plus. Bah, je sais plus non plus. Sur le coup. Et ça ressemble, hein, à ce qui... Tu mets le doute. Ça ressemble, ouais. Et pour l'info, Travis Knight, le fils de Phil Knight qui travaillait déjà à l'époque chez Will Wheaton Studio, il est lead animator sur Coraline. D'accord, ok. Si, c'est Laika aussi. J'ai pas encore vu Box Troll, mais c'est peut-être un truc que j'aime le moins, je pense. Qui m'avait moins touché. Avec Les Noces Funèbres, que je n'aime pas. J'avais bien aimé à la fin que... Pendant tout le film, il y a une nana qui veut draguer le mec, et à la fin, tu comprends qu'il est homo, et je trouvais ça... Ah, j'ai oublié ce détail. Je trouvais ça intelligent, tu sais, c'était pas mal, quoi. Et puis c'est des sujets rarement abordés dans les films c'est pour ça, ouais. Je trouvais ça, je fais, attends, c'est cool. Surtout pour du grand public. Laika, ils font du grand public. Je dis ça de manière positive, hein. Je pense qu'ils le font très bien. Dans les autres maisons de prod, on a Pandemonium Films, qui a notamment coproduit Tu ne tueras point, de Mel Gibson avec Andrew Garfield. Il est très bien, moi j'ai adoré ce film. Je l'ai pas encore vu. Bah vas-y, regarde-le. Ce soir, ok, à 20h. Bah, je te laisse, je vais... Tu rentres. Bah, je suis déjà chez moi, mais... Ah merde. Pour terminer la prod, on a With Focus Features, qui a notamment coproduit le dernier Paul Thomas Anderson, qui sort sous peu, là, Licorice Pizza. Ah oui, ok. Je crois que j'ai vu le trailer. Ils ont aussi coproduit The Lighthouse, de Robert Eger, Orgueil et Préjugés de Joe Wright, Ghost Story, de David Lowery, oui, réalisateur de The Green Knight. Et pour terminer, ils ont aussi produit 50 nuances de Grey, de Sam Taylor Johnson. Oh non. Voilà. Tu sais que j'ai vu aucun des films que t'as cités, je crois. Sur le coup. Moi, j'en ai vu plusieurs, mais je n'ai pas vu 50 nuances de Grey, faut que je rattrape ça. Ouais. Non, par contre, incessamment sous peu, je me fais Ghost Story. Ghost Story, ça a l'air très sympa. Ouais. Oui, je pense que... David Lowery, je vais aussi peut-être essayer de surveiller un peu ce qu'il fait, là, parce que ça a l'air intéressant. Je te conseille. Ouais. Surtout quand il a le même chef-op que Green Knight. J'ai juste vu son remake de Peter et Elliot le Dragon, quoi. C'était sympa, pas vilain, mais je vais plutôt conseiller Green Knight. Ouais. Coraline, c'est 2 ans de pré-prod et 18 mois de tournage. C'est 60 millions de budget estimé pour 124 500 000 de recettes mondiales. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, mais ça le rembourse. Ça fait le double, donc ça rembourse largement. Ah, ça fait le double? Ouais, ça fait le double, 124 millions. Et t'as pas dit que c'était 70 millions? Non, 60 millions estimés. Ah, 60 millions estimés, ok. Ouais, bah c'est bon. Parce qu'il faut au minimum le double pour que ce soit bon, quoi. Pour qu'ils jugent un box-office bon. Pour ceux qui auraient regardé le film en VO, parce que j'ai noté que le casting VO, pardonnez-moi, les aficionados de la VF, on a Dakota Fanning. Moi j'ai regardé...
Tu la regardes en VF? Ouais, j'ai regardé en VF, mais sur le coup, j'ai pas noté qui c'était les voix, j'ai pas regardé qui c'était sur le coup. On a Dakota Fanning pour Coraline, qui a notamment joué dans Man on Fire ou War of the World. Terry Hatcher, qui joue la mère, donc Mel Jones, et l'autre mère, qui a joué dans James Bond, Tomorrow Never Die, Desperate Housewives, et Lois and Clark. D'accord, ok. Oui, bah oui. On a Jennifer Saunders, qui joue Miss April Spink, et qui fait Lothar Spink, qui a joué dans Simpsons, Minions, dans Fable, le jeu vidéo, elle a fait des voix, dans Shrek 2 aussi. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas une actrice du tout que je connais, tout comme la prochaine, Dawn French, qui joue Miss Miriam Forcible, et Lothar Forcible. Ouais. Qui a d'ailleurs notamment joué dans la série Absolutely Fabulous, c'est dans le film, une sitcom britannique. Oui, bah il y avait pas eu un film qui était sorti en France, une adaptation. Si. Je sais pas quoi. Ça, hein. Elle y a joué dedans d'ailleurs avec Jennifer Saunders. Ok. On a Case David qui fait la voix du chat, qui a joué dans Armageddon, The Thing de Carpenter, They Live de Carpenter et Princess Frog. De Carpenter. Non. Non, pas Princess Frog. Ça serait des barres par contre. J'aimerais beaucoup. Et pour terminer, dans les rôles principaux, on a Ian McShane, qui joue Monsieur Sergei Alexander Bobinski, et son équivalent maléfique, Other Bobinski, Okay. qui joue dans John Wick, dans Kung Fu Panda, Game of Thrones, Pierre des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, avec Sirena. Oui, Sirena, oui, je me souviens de ça. C'était nul à chier. C'est nul à chier, c'est gênant. Je suis une sirène, comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Sirena. Sirena. Oh là là. Pour vous souvenir un petit peu de sa tête, Monsieur Ian McShane, c'est lui qui joue le boss du Continental dans John Wick. Bah, Ian McShane. Oui, bah, attends, Ian McShane. Ah oui. Bah, il est dans, on en parlait tout à l'heure, American Gods. Ah, d'accord. Ouais. J'ai encore quelques infos, on va essayer de faire vite. Dans les petites infos diverses, Coraline existe aussi en bande dessinée, scénarisée d'ailleurs par Neil Gaiman, dont l'auteur est P. Craig Russell, sorti en 2008. Il y a un musical. Putain la vache, ah ouais? Et il y a un jeu vidéo qui a accompagné la sortie du film. Dispo sur DS, Wii et PS2, du studio Papaya Studio. Je sais pas ce que ça vaut, ça, sur le coup. Je sais pas. PS2, et c'est sorti en 2009, c'est ça? Ça. DS, Wii et PS2. Coraline est l'adaptation favorite des œuvres de Neil Gaiman, c'est sa préférée de toutes celles qui ont été faites. Ouais, après il va faire Sandman, on va voir ce qu'il va dire. Mais, apparemment, c'est une déclaration qu'il a fait officiellement. Ouais. Mais on verra pour Sandman. Je suis curieux aussi de Sandman. J'ai pas lu, mais ça m'intrigue beaucoup. Ouais, parce que Sandman, il a l'air de vraiment être sur le set et tout. Vraiment s'appliquer à fond sur le truc. Je crois que c'est un projet qu'il a depuis 30 ans et tout. Donc c'est un truc de malade, quoi. Donc il y a moyen que ça soit peut-être sympa. Ouais, voilà. Ça sera une série sur Netflix, hein, pour info. Voilà. D'accord. Pour finir, pour les récompenses, il a le Crystal du long métrage au festival du film d'animation d'Annecy. Et le Annie Awards en 2010 pour la meilleure conception des personnages, les meilleurs décors et la meilleure musique. Eh bien, bravo à lui. Il a été nominé aux Oscars 2010 pour le meilleur film d'animation et au BAFTA 2010 pour le meilleur film d'animation. Voilà, mais il a pas gagné, quoi. Et au Golden Globe 2010 aussi. Non, malheureusement, juste nommé. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai enfin fini avec la prod, pardonnez-moi. Est-ce qu'on passerait pas au film? À moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Ah non, j'ai rien à rajouter, moi. On peut passer au film. Pour commencer, on peut déjà parler du pourquoi on a choisi ce film. Pourquoi avoir pris Coraline pour le mettre dans le thème un petit peu horreur, cité de la peur, Halloween. Parce qu'il y a des gens avec des yeux, enfin des boutons à la place des yeux et que ça fait flipper sa mère. Et voilà. Je pense que la justification est légit. Voilà. Donc Coraline, c'est un conte noir, voilà, ça touche un peu à l'épouvante jeunesse, au fantastique. Il y a des chats noirs, de la magie, des mondes parallèles, un croque-mitaine, des créatures, ouais. Des fantômes. Donc je pense que vraiment sur le fantastique. Il y a pas de mort, non, il y a pas de mort. Si, il y a des fantômes. on voit les fantômes, oui, Ouais. mais on voit pas de mort, on voit pas de gens mourir à l'écran, quoi, directement, sauf des rats. Mais ça peut, tu vois, tu peux peut-être faire un parallèle avec Beetlejuice où tout se passe dans une maison. Oui, c'est vrai. Ouais. Je trouve que c'est un excellent film pour Halloween. Lequel? Coraline. Je suis d'accord. Ça va bien avec le thème. Qu'as-tu pensé du personnage qui est l'héroïne, du coup? Le personnage est cool. Alors, elle se laisse pas faire, en tout cas elle a une forte tête et tout, elle a une forte personnalité. Oui. Et ça c'est chouette, quoi, sur le coup. Mais après tu vois aussi qu'elle est peut-être comme ça parce que ses parents s'occupent pas trop d'elle. Ah, je suis d'accord. Ils font pas du tout attention à elle. C'est à part, enfin,
ils sont pas laxistes, pas complètement laxistes, parce ils sont quand même là pour un petit peu l'école, acheter ses vêtements, etc. et tout, le repas et le dodo, mais à côté de ça, elle s'emmerde de ouf, quoi. Je pense qu'ils l'aiment quand même, mais ils pensent trop à leur boulot, quoi. Enfin, quand tu les vois, la première fois que tu les vois, ils sont tous les deux sur l'ordi en train de bosser, quoi. Ils sont accaparés par leurs livres, là, leur projet de livre agricole, et la pauvre, elle est toute seule, elle s'ennuie de ouf. En plus, elle a plus ses potes, ils sont déménagés, elle est toute seule, elle connaît personne. Bah oui, c'est ça. En plus, parce que c'est une famille qui déménage au début, et puis elle se retrouve sans amis et tout, quoi. Bah, elle cherche l'aventure, elle veut du fun, elle est du genre à aller se balader, à découvrir des choses, et là, elle se retrouve, alone, quoi, donc, c'est ça. Malgré qu'elle se fasse un pote, Wyborn, qui d'ailleurs n'existe pas dans le livre. C'est une création spécifique au film. D'accord, ok. Parce que dans le livre, elle est vraiment toute seule. D'accord. En VF, il s'appelle Pas de bol. Ah ouais, ok. Pas de bol ou Pas de bi, ils disent. Pour le surnom. Ok. En anglais, c'est Wyborn, donc un petit peu à l'oral, ça sonne un peu pourquoi t'es né, quoi, Wyborn. Et son diminutif, c'est Wybi. D'accord, ok. Ouais, non, bah eux, ils disent pas de bol et pas de bi. Pas de bi, ça veut rien dire, mais pas de bol, c'est genre il a pas de bol d'être né, ouais. Peut-être. Pourquoi pas. C'est compliqué, hein, des fois, de faire des noms comme ça. Quand t'as des jeux de mots en anglais que tu dois adapter en français. Ouais, je suis d'accord. Bah, après, c'est pas trop mal, hein, l'alternative qu'ils ont trouvé à Wyborn, en vrai. Mais bon. Ouais, ça va. Donc c'est le jeune garçon du coin, il est introverti, il a un super vélo, trop bien son vélo, son masque aussi, hein, j'aurais kiffé avoir le même gamin. Il est plutôt seul aussi, c'est l'ami du chat, et il est très porté sur le sombre. Ah, mort. C'est le cas de le dire. Mais je suis un peu déçu parce que je trouve qu'on le voit pas assez, ce personnage-là. Ouais, on le voit pas J'aurais beaucoup. voulu le voir plus. Ouais, Bah, après, dans le monde parallèle, t'as une autre version qui parle pas, donc moi je pensais que ça allait vraiment devenir le pote de Coraline. J'allais dire Caroline, comme l'autre qui arrête pas de se tromper. Et ouais, je pensais vraiment que ça allait être vraiment un perso super important, et en fait on le voit pas tellement que ça. J'étais un peu déçu. Ok. Bah moi j'étais surpris de pas le voir d'ailleurs en lisant le livre, hein, parce que je me disais... Parce qu'il y a pas mal de petits changements par rapport au livre, hein. Notamment que le fait, par exemple, les parents, ils ont pas de prénom dans le livre, ils sont nommés, leurs prénoms ne sont pas cités. Ça se passe en Angleterre dans le livre, mais là, la retranscription aux États-Unis, elle est pas dérangeante, ça fonctionne très bien. C'est pas un élément hyper important, je trouve. Non, on s'en fiche. On s'en fout complet. C'est un récit qui peut fonctionner dans plusieurs endroits, donc ça, c'est génial. Faut juste une maison, quoi. C'est ça. Il faut juste un petit lieu avec plusieurs habitants, et en vrai, ça peut se passer dans plein d'endroits, ouais. Donc Wybi, je l'ai trouvé cool, j'aurais pas dit non pour le revoir un tout petit peu plus, mais le film fait quand même 1h40. Ouais. Donc je sais pas si j'aurais voulu du temps en plus, mais le voir un peu plus longtemps, ça m'aura pas dérangé. Non, mais parce qu'à un moment, tu vois, il vient la voir, et moi j'ai cru que... En fait, il vient la voir, et puis il dit ouais, t'es folle, ou je sais pas quoi, et puis après il se fait virer, tu vois, et moi je pensais... Enfin, j'étais un peu, oh merde, tu sais, je pensais qu'il allait être pote, qu'il allait partir avec elle dans la maison et tout. Quand lui veut récupérer la poupée de sa grand-mère, et qu'elle lui dit bah non, je l'ai plus et tout, elle a disparu, elle s'est barrée, c'est sa mère alternative qui les espionne, la poupée elle a dû se barrer, tout ça. Voilà, exactement, oui, il la croit pas. Ouais. Je trouvais ça un peu décevant, quoi. Ok. De sa part. J'aurais voulu qu'il la croie et qu'il aille la chercher avec elle, quoi. Ouais, je comprends. Je trouve à la fois le perso de Wybi intéressant, mais d'un autre côté, je suis un peu mitigé parce qu'après avoir vu le livre, en fait, dans le livre, comme elle est toute seule, elle paraît encore plus maligne. Ouais. Mais après, il y a, oui. Maintenant que tu dis qu'elle est pas dans le livre, ça se comprend aussi qu'il soit pas tellement là aussi. Voilà. Et la fin, elle est un peu différente d'ailleurs, parce que la fin, elle piège la main toute seule, en fait. Elle fait... Ouais. C'est vraiment que sa tête qu'elle s'en sort du début à la fin. C'est cool qu'elle ait quelqu'un, histoire qu'elle ait quelqu'un à parler et tout, un peu plus, mais dans le film, mais c'est vrai que elle paraît du coup un peu moins maligne que dans le livre. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Hein. C'est vraiment une petite futée dans le livre. Elle est vraiment très très intelligente. Même si elle est un petit peu aidée, tu vois, elle a quand même les miss qui lui donnent la pierre, tout ça et tout, tu vois. Mais il y a plein de choses qu'elle comprend par elle-même. Alors que dans le film, les épreuves, quasiment, t'as l'impression qu'elles coulent un peu de source, tu vois. Même si c'est bien fait en vrai, c'est bien adapté. Mais... Hein. Ouais, franchement, c'est bien fait. Oui, c'est vrai ce que tu dis, on n'a pas l'impression qu'elle est non plus ultra intelligente. Bah, tu sens qu'elle est maligne, mais c'est vrai que dans le film, tu sens vraiment qu'elle est intelligente, quoi. Dans le livre? Ouais, dans le livre, tu le sens beaucoup plus, je trouve, que dans le film. Ouais. Pareil pour quand elle se joue de son autre mère et tout, tu sens que, en fait, elle a un coup d'avance comparé à ce qui se passe dans le film. Dans le film, par exemple, dans le livre, par exemple, son autre mère ne sait pas qu'elle est une pierre, etc. et tout. Et quand elle passe le pacte et qu'elle lui dit, ouais, on va, moi, je vais retrouver l'âme de mes parents et l'âme des 3 gamins que t'as emprisonnés, tout ça, je vais les libérer et tout.
elle pense que Coraline est condamnée, elle peut pas le retrouver, elle les trouvera jamais, il y a aucun moyen qu'elle identifie ces objets, tu vois. Elle sait pas que Coraline, Coraline, elle a une avance de ouf sur elle, en fait, parce qu'elle a réfléchi et tout. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Ça n'entache rien à l'intention, parce que tu dis que de toute façon, sa mère, son autre mère, elle est toute puissante, donc si elle veut se débarrasser de Coraline, tu dis qu'elle peut y arriver sans problème, parce que Coraline n'est qu'une enfant, mais tu dis, ah, c'est bien, parce que Coraline, elle a un petit pouvoir, elle a un petit truc en plus, tu vois, elle a vraiment fait marcher sa cervelle, elle a son petit objet, sa petite pierre qui va l'aider, et du coup les épreuves sont un peu plus jouissives en fait dans le livre, j'ai l'impression. Enfin, jouissives, c'est pas le meilleur mot, mais c'est un peu plus prenant de l'avoir déjoué ces pièges dans le livre, un peu plus que dans le film, où c'est un peu plus, ça coule un peu plus de sources dans le film. Oui, Sachant que dans le c'est- film, elle trouve la pierre en plus, la mère, donc là, son autre mère... Ouais. J'ai bien aimé, moi, la structure narrative un peu comme ça, où d'abord, elle va aller, tu vas la voir aller au cirque, tu vas la voir aller au théâtre, tu vas la voir aller dans le jardin, et plus tard, en fait, quand ils disent, ouais, quand elle lui dit l'énigme, elle lui dit, ouais, les 3 merveilles, bah là, moi, dans ma tête, ça fait déjà, je fais, ah oui, le jardin, le cirque, le théâtre, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool, en fait. Ah, la construction scénaristique, elle est vraiment bien, hein. Franchement, le Ouais. travail d'adaptation est vraiment, vraiment chouette. Le film fonctionne super bien, la structure est cool, c'est bien pensé, c'est bien construit aussi, autant visuellement que scénaristiquement. Mhm. Je pense que j'aurais du mal à... Les deux fonctionnent, les deux supports fonctionnent super bien, et j'aurais du mal à choisir un des deux. Je pense que les deux peuvent être complémentaires. C'est vraiment deux visions un peu Ah, différentes. ça, c'est rare, parce que généralement, parce que généralement, on dit toujours, ah, le livre, il est quand même mieux. Bah, c'est peut-être parce que c'est l'œuvre originale, c'est l'auteur, mais c'est pareil, enfin... Je sais pas, enfin... Je pense que ça dépend de ton intention derrière, tout simplement. Mais il faut pas oublier que... Enfin, un film n'est pas forcément... Enfin, une adaptation, que ce soit en série, un jeu vidéo, ce que tu veux, qui adapte, on va dire, juste un livre ou une histoire que tu connais déjà, elle a pas pour but de la remplacer, de l'écraser ou d'être forcément mieux. Ça a juste pour but d'adapter différemment, de proposer une nouvelle lecture, une vision, ou alors de récupérer les éléments, voilà, pour montrer quelque chose de neuf, quoi. Et je trouve que de dire, ouais, voilà, le livre, ça sera forcément toujours meilleur, ou c'est un peu con, quoi. Enfin, il y a des livres qui sont bien meilleurs que les adaptations, il y a des adaptations qui sont foirées. Oui. Je suis pas sur ce débat-là, mais forcément affirmer que le livre c'est toujours mieux, bah, c'est originel, donc oui, c'est bien, c'est mieux peut-être sur certains points, mais voilà, je pense que le nouveau support n'est pas là pour écraser l'ancien, donc en vrai, le comparatif, il est peut-être un peu... Ouais, c'est un peu... peut-être un peu stérile, quoi, le débat, il avance pas, quoi. Voilà. Clairement. Tu as trouvé le bon mot. Donc voilà, je trouve que c'est une adaptation très très intéressante, c'est vraiment bien fait. Je pense que d'avoir décidé de faire un film d'animation, et qui plus est en stop motion avec un univers aussi défini, et pas un truc un peu plus générique, ça marche super bien, et c'est vraiment la grosse force du film. Parce que je trouve en plus le stop motion, tu peux apporter un truc un peu plus glauque, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Ouais, je comprends. Bah, Parce que c'est des vrais objets, finalement. Ouais, c'est peut-être un peu ça pour ça, ouais. Comme les effets spéciaux, tu sais, les vieux, les Carpenter ou les... Et puis, on se rapproche du film live, hein, finalement. La stop motion, c'est quasiment du live, parce que tu filmes des objets qui sont créés pour de vrai. C'est pas des acteurs, c'est des marionnettes, mais on s'approche du concret. T'as une scène, t'as des décors réels, concrets, t'as des objets, t'as des props, des véhicules, tout ça. Enfin, t'as des effets spéciaux physiques aussi, des fois, des SFX. Ouais, comme c'est réel, ça te... C'est plus tangible. T'as l'impression que c'est plus concret à l'image, peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. Parce que tu fais la même en film 3D, image synthèse 3D comme les Pixar et tout, je suis pas sûr que ça marche, tu vois. Genre, ils ont fait un Family Adapts, là, je suis pas sûr que ce soit terrible, tu vois. Bah, peut-être avec un style beaucoup plus poussé, alors, quelque chose de plus osé. Parce que le problème, c'est que, bon, les films d'animation en stop motion, il y en a moins, en grand public, beaucoup moins que des films d'animation 3D. Ah bah oui. En vrai, des films d'animation 3D qui se démarquent, il y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui ont une idée complètement générique. Bah ouais. Merci Pixar, hein. Franchement, c'est pas cool. Bah, Pixar, ils ont, même si je trouve que leurs films, le style, ils se ressemblent sur certains, ils ont quand même leurs pattes, tu vois. Ah oui, je suis d'accord, clairement. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, c'est eux qui ont démocratisé le truc, quoi, que ça fait que c'est devenu, tu vois. Bon, après, il y a plein de studios aussi qui ont voulu s'engouffrer là-dedans, le public, ça les a séduits, mais il y a aussi le fait que plein d'autres studios, ils se sont dit, bah, enfin, je vais rien dire, mais Disney, il y a un moment, ils se sont dit, on arrête la 2D, ils ont viré tous leurs animateurs pour faire que de la 3D. Ouais, à partir de réponse, ouais. Ils faisaient de la merde. Ah, là, tu parles de avant la princesse à la grenouille, c'est ça? Ouais, à peu près cette période-là, ouais. Ouais. Ah oui, quand ils ont fait les Robinson et machin, ouais. Leur film commence à se casser la gueule, et il y a il y a pas que, hein, il y a d'autres studios qui ont fait ça, mais il y a un moment où, voilà, la 3D, ça a pris le pas, et maintenant, on a quasiment énormément de films en 3D qui sont que en 3D, quoi. Que en image synthèse, quoi. À partir de réponse, Disney, c'est plus de la 3D, hein. Il y a plus de films en 2D, hein. Non. C'est dommage parce que là, ce que j'aime bien, par exemple, je pense que la force de Coraline, même si c'est avant tout la stop motion, ça mélange plein de styles. On a à la fois de l'animation en volume avec des marionnettes, on a des costumes qui sont vraiment cousus, tu vois. Par exemple, tous les vêtements que met Coraline,
C'est que des trucs qui ont été cousus par... Ah, ils ont tout fait main et tout. Ouais, Fou. par des artistes qui ont cousu ça avec des mini-aiguilles, tu vois, des aiguilles hyper fines. Apparemment, c'est aussi fin qu'un cheveu, tu vois. Ah la vache, ok, d'accord. Genre, Coraline, elle a plein de vêtements, et juste pour son pyjama, il y a 45 versions du pyjama. Ah, c'est vrai, putain, la vache. 45 qui doivent être identiques, hein. Ah oui, vraiment au pile-poil identique. Pareil, voilà, peu de choses près, ouais. Donc on a du sport, et voilà, dans le film, on a du compositing numérique, parce qu'on a aussi un peu de 3D, un tout petit peu par moment, on a quelques VFX, mais très peu. Ouais. On a 130 décors, on a 52 scènes. Et en plus, ouais, en fait, les 130 décors, c'est que des décors créés à la main. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. D'ailleurs, j'encourage les gens, pour les gens que ça intéressera, d'aller voir les making-of mis à disposition par la chaîne officielle de Laika sur YouTube. Et on peut aussi trouver un des making-of de 35 minutes, qui est en VO, en anglais, pardon, mais mais sur une chaîne espagnole. Mais vous pouvez le voir en anglais, pour ceux que l'anglais ne rebute pas. C'est super intéressant parce que c'est des gros malades. Enfin, ils ont fait des trucs de fou, et j'ai récupéré plein d'infos, c'était passionnant à voir, et c'est des fous, quoi. Enfin, ce qu'ils ont fait, à ton avis, il y a combien de fleurs pour le jardin de la maison? Ah putain. Parce qu'il est énorme, le jardin, en plus ça fait même une tête et tout. Vas-y, on va faire un petit jeu de chiffres, vas-y. 1234. Ah, t'es à 3000 fleurs, mec. 3000 fleurs. 3000 Ils ont créé 3000 fleurs pour le jardin de Coraline, et elles sont toutes animées pour cette séquence-là. Ah ouais, c'est des malades. Et dans ces 3000 fleurs, c'est plein de techniques qui ont été mélangées. Ça va du câble en fibre optique qui traverse une fleur pour pouvoir l'éclairer du dessous pour qu'elle s'allume, à du papier, à du plastique, à des jouets qui ont été récupérés, transformés, enfin il y a plein de trucs. Bah, bravo, sur le coup il y a du vrai travail, quoi. J'ai plein de chiffres tellement c'est fou, tu vois, enfin... J'encourage les gens à aller voir ce making of parce que c'est pareil, tu te rendras compte de la taille des décors. Parce qu'à un moment, en fait, le décor de fond avec le ciel, les montagnes et tout, je me suis dit, le compositing, c'est un peu particulier, on dirait que c'est de la 3D. J'ai l'impression que c'est un décor incrusté en 3D. Ouais. Pas vraiment. Et en fait, non, c'est un mur énorme qu'ils ont peint. Plusieurs mètres de haut, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Okay. Il y a toujours un compositing numérique, un étalonnage et tout, qui est fait, bien sûr. Bien sûr. Qui est fait en post-prod. Hein. Mais de base, ils partent d'effets concrets. Énormément. Ouais. Par exemple, la neige. Quand tu verras la neige, si t'as fait attention, la neige c'est pas un effet spécial. C'est un SFX quoi. C'est de la super glue et du bicarbonate de soude. Ah d'accord, pas mal. Elle est pas mal l'astuce. En tout cas, tu vois des empreintes et tout dans la neige, donc tu vois que c'est du vrai truc quoi. On a 24 marionnettes de Coraline. Ah ouais, ok. Pour chaque marionnette, c'est 10 personnes qui ont travaillé dessus. Avec 3 à 4 mois de taf pour les marionnettes. Toi, tu m'étonnes qu'ils ont mis... Combien ils ont mis de temps pour faire le film? 2 ans? 18 mois de post-prod et 2 ans. Ah ouais, 2 ans plus 18 mois? Ouais. Donc pratiquement 4 ans quoi. Ouais, la vache, ils ont bossé. Hein. Donc pour continuer un petit peu, je vais faire un petit peu des points techniques, on va rester un petit peu là-dessus. Si tu veux. Est-ce que t'as des scènes marquantes dans le film que tu voudrais aborder par exemple? Bah par exemple, enfin, c'est un truc qui revient plusieurs fois dans le film, mais quand elle est dans le tunnel qui fait plein de couleurs entre les deux maisons. Je sais pas, j'aime bien, je trouve qu'il y a un effet qui est vraiment cool, enfin les lumières, j'adore quoi. C'est super beau. Et puis t'as une sorte de... Tu sais, on dirait les jouets que tu peux déplier, replier, les sortes de jouets accordéons, les tunnels que tu peux acheter pour les enfants ou pour les chiens. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Qui a une distorsion visuelle. C'est trop beau. Moi, je suis d'accord, c'est super beau. Enfin, la lumière, les textures dans le film et tout sont juste folles, quoi. Ouais, je sais pas, j'aime bien l'ambiance que ça donne quand elle passe dans le tunnel, là. Ouais, j'aime beaucoup aussi. J'ai adoré le jardin qui prend vie. Ah oui, ouais. C'est un truc de malade. Enfin, clairement... Il est beau, le jardin, putain. Comme t'as dit, hein, ils ont l'air d'avoir bien travaillé dessus, quoi, hein, sur le coup. Ils ont dû mettre pas mal de lumière aussi partout, un peu partout, je pense. Bah, une autre anecdote, du coup, pour le jardin, j'en profite. Ouais. Apparemment, il y a eu 800 heures de taf pour peindre 250 000 morceaux de maïs soufflé. Les petits détails à la con, quoi, que toi, tu t'en rends même pas compte, ça dure 2 secondes. Et, les mecs, ils mettent 800 heures pour le faire. Si vous avez bien fait attention, dans le film, vous l'avez vu ce détail, c'est à un moment des fleurs roses qui s'ouvrent en fait, qui ont été chauffées, et c'est du popcorn qui a gonflé, et ça a servi à faire fleurir 70 arbres. Donc à un moment, il y a 70 arbres qui vont fleurir dans le film, qui sont roses, mais en fait, c'est 250 000 morceaux de maïs soufflé. D'accord, ok. C'est beaucoup de maïs. C'est juste fou, hein. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est un film qui est au top, niveau technique. Ils ont mélangé plein de choses. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Enfin, moi, ce que je trouve fascinant avec la stop motion, c'est que, notamment par exemple avec l'exemple de Coraline, c'est que, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un véritable décor qui a été créé, c'est un univers tangible, des vrais personnages qui prennent réellement vie. On s'approche vraiment du film live, quoi. Bah ouais, complètement. On est sur un mélange d'anime et de prise de vue réelle, quoi. Bah après, on voit que des marionnettes, on voit pas de vrais acteurs ou quoi dans le film. Non, mais sur la technique,
on est quasiment sur un film live. Hein. Un film live, tu laisses tourner ta bobine, tu vois, tu laisses tourner ton fichier, t'as ta caméra qui tourne, t'enregistres en continu. La bobine, ça se fait plus trop, mais... Et là, tu fais des photos. Ouais. Oui, c'est ça, en fait. C'est un procédé de photos qui s'animent, quoi. Enfin... C'est ça. En fait, ça devrait s'appeler du photo-animé. Pas du dessin animé, mais du photo-animé. Dynamation. Et c'est une des raisons pour lesquelles... après, là, c'est plus générique, mais pour lequel aussi, j'aime pas que l'animation soit classée dans un genre, alors que c'est juste une technique, tu vois. C'est une technique de mise en scène, c'est pas un genre de film, tu vois. Ouais. Mais quand tu vas sur la plupart des sites, l'animation est un genre, sur la plupart des sites de cinéma. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. On en avait déjà parlé en plus, je crois. Mais ouais, c'est une technique, pour toi, c'est plus une technique pour raconter une histoire qu'un genre de cinéma, ouais. Ah ouais, c'est clairement une technique de ciné, hein. C'est une technique d'approche pour raconter ton histoire. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, bien sûr. Ouais. Je vais revenir sur la pièce de théâtre, que j'ai trouvée vachement folle. Elle est très très cool, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le théâtre? Beaucoup de chiens ont dû être faits. Beaucoup. Ah oui, tous les chiens dans le... C'est vrai qu'ils chiens. Ils vont dans un théâtre et il y a plein de chiens, sur tous les sièges, il y a un chien. Ouais. Et cette scène-là, vous pouvez la voir, elle est montrée en fait dans un des making-of de Laika. Ouais. Vous pouvez voir que le décor est monstrueux, que les animateurs ils doivent passer en dessous, aller derrière, bouger un petit truc d'1 millimètre, avoir plein de repères, prendre une photo à tel moment, puis revenir, tout bouger. Mais il y a un de leurs films, je crois que c'est les Box Trolls, où le générique de fin, c'est tu les vois faire une scène. Oui. En stop motion, il me semble, c'est dans les Box Trolls, il me semble. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu cette scène. Ouais. De toute façon, vous avez les making-of de Kubo aussi dispo sur le net et tout. Enfin, c'est juste fou, quoi. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que ça fait partie des films qui mélangent les techniques. Dans Kubo, il y aura un peu de 3D. Il y en a même dans Coraline, un petit peu. Il y a quelques fonds bleus et ça fonctionne super bien. Je suis vraiment client ce qu'ils ont fait. C'est juste un truc de malade. Qu'est-ce que t'as pensé du brouillard, par exemple? J'ai pas fait gaffe. Le brouillard, il a quelque chose de spécial. Attends, à quel moment il y a le brouillard? Ouais, le brouillard, j'ai vu le film, je me suis dit, il y a un truc qui me perturbe. C'est pas de la mousse ou je sais pas quoi. De la barbe à papa. Je sais pas. Quand Coraline et Wyborn se baladent dans le brouillard. Ouais. Et ben en fait c'est du vrai brouillard qu'ils ont ajouté en post-prod. Il y a pas de 3D dedans. C'est lui qui a pas voulu qu'ils mettent de la 3D. Du coup en fait ils ont, avec un procédé chimique, ils ont déversé du brouillard sur un décor qui ressemble un petit peu à celui du film. Donc ils ont réalisé des séquences sans brouillard avec Coraline et Wyborn. Ouais. Ils ont tourné le brouillard à côté en faisant en sorte que ça matche en fait au niveau de la physique, tout ça et tout. Et ils l'ont composité, ils ont composité ça en post-prod après avoir réalisé les scènes avec les marionnettes. Ok, c'est un truc qu'ils ont filmé, qu'ils ont rajouté la scène de base. Ok, d'accord. C'est juste fou, hein. Bah ouais. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Et je me demande comment ils ont fait le... Tu sais, quand elle est dans l'autre monde, à un moment, elle traverse, tu sais, elle marche, et en fait, elle revient au point de départ, et ça fait genre ça... Bah même comme à la toute fin, tu sais, ça devient tout blanc. Oui. T'as plus rien. Et tout ça, je me demande comment ils ont fait ça. Alors, quand c'est tout blanc, que les arbres ils deviennent un peu plus artificiels, quand le monde s'effondre, et que les arbres deviennent un peu plus abstraits. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une partie du décor qui est construit, qui est complètement blanc, et il y a des petits fonds bleus par moment. D'accord, ok. Ils utilisent un peu des fonds bleus, ok. Par certains moments, à certains endroits, il y en a des petits, ouais. Alors, j'ai aussi adoré la scène du morphing de la mère, quand elle reprend sa vraie apparence, l'autre mère. C'est vrai que c'était pas mal, ça. C'est trop bien fait. Elle est bien dégueulasse, elle est toute mec, toute grande. Et je crois que c'est assez rare le morphing en plus dans les films en stop motion, dans les films d'animation comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que des transformations... Parce que dans la 3D... Oui, en 3D t'en as régulièrement. T'en as plein, c'est super simple, je pense, en 3D à le faire. Plus simple, oui. En stop motion, ouais, c'est vrai que... Putain, en fait, c'est vrai, s'ils font une image par une image, comment ils font sur le coup? Parce que je pense qu'il y a une poupée et... En fait, c'est plein de poupées qui se modifient petit à petit. D'accord, ok. Ah ouais. Enfin, des têtes. Oh. Et le corps, en fait, tout le corps, hein, parce que le corps évolue, donc... Ouais, le corps aussi, il change, bien sûr. Mais il y a que elle que tu vois transformer en direct, je crois. Parce que le père, tu le vois direct en dégueulasse. Après, de temps en temps, t'as les corps qui se déforment, parce qu'en fait, du coup, c'est pareil, ils ont utilisé une technique qui avait jamais, je crois, été utilisée avant pour un film en volume, en stop motion. En fait, c'est une combinaison de plusieurs techniques pour les visages et les corps. Mais par exemple, Coraline, vous pouvez aussi le voir dans le making-of, c'est des têtes, c'est des parties de corps, en fait, imprimées, peint à la main. Ça a été fait à l'ordinateur, ça a été imprimé en 3D pour pouvoir changer rapidement les têtes et certaines parties du visage de Coraline. Et du coup, il y avait un trait constant en fait sous les yeux, et ça a été supprimé numériquement par ordinateur. Donc, t'as un mélange de parties de corps physiques qui ont été imprimées, mais aussi donc solides. Parce que il y a des moments où tu vois que Coraline, elle paraît solide, on dirait une vraie poupée, alors qu'il y a d'autres moments où t'as des corps qui se déforment. Et en fait, ils ont mélangé ça avec les techniques un peu plus traditionnelles, du silicone, etc., quoi. Donc, ce qui permet de déformer les corps, de
de faire des fois un effet un peu pâte à modeler, de les faire gonfler, de les faire s'affiner, tout ça. Stylé. Je pense que ça a notamment été utilisé pour le morphing, hein. Il doit y avoir un mélange de ces techniques-là. Ouais. Et pour le personnage de Coraline, on avait apparemment un total de 207 000 combinaisons possibles. Combinaison. De combinaisons de visage pour Coraline. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle a plein d'expressions. Ouais, plein d'expressions, t'as ses yeux qui changent, il y a plein de trucs, quoi. Ils doivent pouvoir faire des smileys avec les têtes de Coraline. C'est marrant. Je vais faire des emojis. Autre info, la taille de sa maison. Mhm. Quand tu vois la partie de terrain en entier avec la voiture arrivée au tout début et tout, tu te dis, le décor, il doit être grand. Effectivement, parce que juste la maison est plus grand qu'un homme. Bizarre est plus grande qu'un homme? Ouais. Ah ouais? Et je pense que la maison, elle doit faire plus de 2 mètres de haut. Ah la vache. Ah, le décor, il est énorme. Ouais, Je pensais pas que c'était énorme, moi. Je pensais pas que ce serait aussi énorme, moi, sur le coup, mais ouais. Et après, déjà, Coraline, elle doit faire 25 cm de haut, je crois, un truc comme ça. Hein. Ah ouais, quand même. J'ai un Iron Man qui fait 30 cm, donc je vois à peu près ce que ça fait. Avec le terrain, avec la partie, la partie campagne, le chemin qui mène jusqu'à la maison, les arbres et tout, le truc, je pense qu'il atteint les 3 mètres. Le plateau est monstrueux. D'accord, ok. Ça va permettre de mettre des persos. Genre au tout début, au tout début du film, tu vois l'acrobate au haut de la maison. Monsieur Tu sais, je me suis Bobinski. dit au début, ouais, Bobinski. Je me suis dit, c'est qui lui au début là? Je me suis dit, un mec qui regarde au loin, c'est bizarre. Il est trop bien. Le personnage, il est cool. Il est très cool. Mais il arrête pas de se tromper et de dire Caroline au lieu de Coraline. Moi, il me fait penser à Vampire. Quand tu le vois à l'envers, avec son accent de l'Est et tout. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas pensé, mais ouais, c'est vrai. Je me suis dit, Et là, il a aussi en Vladimir. VF1. Il a aussi en VF1. Ok. L'accent russe là. Bah, apparemment, il viendrait de Tchernobyl, je crois, dans ces eaux-là. Ah bon? Ouais, D'accord. ouais. Il serait issu, je crois qu'il est, Tchernobyl, c'est en Ukraine, je crois, si je me trompe bien. Si je me trompe pas. Donc, il serait ukrainien. Ouais. D'accord, ok. J'ai vu un délire lié à Tchernobyl, je sais plus trop quoi, parce qu'il y a une médaille, ce perso, il a une médaille en fond, je crois, ou sur son Marcel, il y a un truc, Ah, d'accord, ok. il y a un petit délire avec ça. Et une autre scène, moi, que j'ai adoré, j'en profite pour balancer vraiment un truc que j'ai kiffé, c'est la transition avec la poupée que Coraline récupère et qu'elle met dans la cheminée pour la brûler, en fait. Ouais. Et ben en fait, ça a été fait en plusieurs fois. Ils ont déjà animé la poupée qui crame, du coup, sans feu, Ouais. une première fois. Donc ils ont tourné cette scène-là. Et en fait, je me disais, le feu, il a quelque chose de bizarre. C'est pas un FX traditionnel. Enfin, la texture et tout, elle est particulière et tout. Et en fait, c'est un mélange de dessin à la main, donc de dessin animé sur papier tradi. C'est repassé numériquement sur Photoshop pour être composité. Donc en fait, il y a un mélange de techniques numériques, de dessin de digital painting et de dessin tradi crayon papier, quoi. Donc techniquement, le feu, c'est une animation à la main. Ok. Je trouve ça trop bien. Enfin, ça rend mais superbement bien. Ouais, bah ça. Oui. Bah, le film, il est beau, hein, sur le coup. Là, mais je vois plus cette scène-là, je m'en rappelle plus. Elle crame ou pas la poupée? Ouais. En fait, la poupée, elle est balancée dans la cheminée et elle la crame. D'accord, ok. Ah oui, mais c'est pas sa poupée à elle qu'elle crame. Non, c'est la poupée qui la représente. La mini Coraline. D'accord, ok. Oui, parce que c'est les poupées qui espionnent. Je crois que c'était ça. C'est hein. la poupée qui attire. Oui, c'est la poupée qui appartenait à la sœur de la grand-mère. Ah ouais. Qui a été capturée par l'autre mère et qui a été tuée à l'époque. Ouais, je me souviens, c'est bon. Je trouve que techniquement, il est tellement abouti, ce film. Bah, il y a du travail, hein. Ça tu le sens. Tu le sens direct. Hein. C'est magnifique. Mais il y a pas beaucoup de persos, hein. En vrai, dans le film, il y a quoi? Il y a le père, la mère. Non, il y a pas beaucoup de persos, Ah oui, en effet. on n'a pas parlé du chat. Ah oui, attends, ça serait dommage qu'on oublie le chat. Meilleur perso. Ouais. Ah bah, clairement. j'ai kiffé aussi le chat. Ah, il est drôle en plus. Quand elle va dans le monde et qu'il parle, c'était cool, quoi. Ah, il est trop bien. Dans le livre, c'est son seul pote. Bah, c'est un peu ça aussi, là, parce que comme je te dis, pas de bol. Bah, à part il l'aide à la toute fin, quoi. Ouais. Mais sinon, il est pas trop là. C'est le chat qui l'aide à mort. Enfin, en tout cas, dans l'autre monde, c'est le chat. Hein. Ah bah, sans le chat, elle y serait pas arrivée. Hein. Comme dans le livre, Ouais. d'ailleurs. Ça se passe quasiment pareil dans le livre quand elle perd la dernière bille. En fait, la bille, elle balance pas la pierre bêtement comme dans le film. Ouais. Mais il y a une des billes, une des souris qui se sauve avec. Enfin, la bille, elle se fait la malle, elle est en train de la perdre. Ouais. Mais elle a pas balancé la pierre pour rien. Parce que là, elle balance un peu la pierre pour rien, j'ai trouvé dans le film. Bon, de colère, hein, elle est dégoûtée, mais Oui. dans le livre, elle le fait pas. Et du coup, dans le livre, Oui. c'est aussi le chat qui va choper Lara et sauver l'âme du dernier petit enfant. Oui, là, elle le jette un peu à l'arrache. Oui, parce que comme tu dis, elle est énervée, puis bon, après, ça fait un effet suspense pour est-ce qu'elle va récupérer l'objet ou pas. Après, c'est aussi parce que c'est peut-être pour la narration cinématographique, quoi. Parce que peut-être un truc qui passe en livre, ça passe pas forcément bien au cinéma. Ah ouais. Je suis d'accord. Bah, c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, pourquoi t'as acheté la pierre sur le coup? Après, je comprends, elle est frustrée et tout, mais c'est une réaction bête. Après, ça change rien, on fait tous des trucs cons une fois quand on est énervé, déçu et tout, hein, mais je me dis que c'est ça, quoi. Bah, je pense aussi. Hein. Après, je considère pas ça comme un défaut. Hein. Ça fonctionne différemment que dans le livre.
Même si, par exemple, je préfère quand même la fin du livre, parce que Coraline, elle s'appuie uniquement sur son intelligence à la fin du livre, là où sans YB, elle n'y serait pas arrivée en fait. Oui, oui, clairement. Oui, il l'aide clairement, hein, sur le coup, parce qu'il vient à la fin, c'est avec la main. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais. Je sais plus. Il la dégage en fait dans le puits, mais il manque de tomber. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle allait se faire dégommer par la main en fait, parce que elle sait pas que la main elle est là. Alors que dans le livre, elle l'a grillé en fait la main. Et elle lui tend un réel piège avec le puits, en fait. Ouais, déjà dans le contexte c'est différent, donc sur le coup, elle sait pas que la main est là, ouais. Mais là c'est un peu le puits de Tchekhov, parce que sur le coup on l'a au tout début il me semble. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est c'était un setup payoff, justement le personnage de comment t'as dit? YB. Voilà. YB ou pas de B en français. Donc c'était clairement au début pour installer le truc et que ça revienne à la fin, quoi. Alors que dans le livre, je crois que le puits n'est pas énoncé au début. D'accord. Ouais, bah ça c'est un truc de cinéma. Ça c'est une règle de cinéma de toute façon. Mais ouais, voilà, c'est juste que je suis un petit peu moins fan que ce soit Wyborn qui la sauve, quoi. Sinon c'est cool. Franchement le film met bien à part ça et ça fonctionne super bien, c'est génial. Mais je pensais que c'était fini moi avant la main, tu vois. Moi je pensais parce qu'il me semble qu'elle va dans sa chambre, elle s'endort, il y a le chat qui arrive et tout. Elle dit au revoir aux enfants. Voilà. Et les enfants la préviennent qu'elle est encore en danger. Du coup, elle sait qu'il y a encore un danger, elle sait pas quoi, elle sait pas que la main est passée, parce que la main, elle passe en douce. Elle la voit pas du tout. Ça fonctionne, hein, ça crée un moment de tension, hein, clairement. Ah bah clairement, ouais. J'aime bien qu'elle soit pas au courant qu'il y a la main. Ça fonctionne bien. L'autre mère, là, en fait, c'est une araignée, quoi. Parce qu'à la fin, il y a une sorte de toile, et à toute fin. Du coup, ils ont choisi de l'imager de cette manière. Ouais. Parce que dans le livre, il n'y a pas fait mention de toile et compagnie. Et bah, je trouve que c'est une bonne idée. Ça fonctionne super bien. Ça lui donne c'est flippant, les araignées. un aspect vraiment dangereux. Et bah, d'ailleurs, la toile, tout ça et tout, ils l'ont vraiment construit pour de vrai. D'accord, ok. Bah, de toute façon, tout a l'air de... Comme on a dit, le fond blanc, etc. et tout ça, c'est un vrai fond blanc. Ah, d'accord. Une vraie toile qui a été créée. Ils ont vraiment animé dessus et tout. Je me suis dit, ah, ok, ça on est peut-être que sur un fond bleu et tout. Ouais. Et non. Non, c'est tout est réel. Le théâtre, le cirque. Ouais, quasiment, ouais. Les canons de Barbapapa. C'est génial. Non, les canons de Barbapapa, putain, c'est trop bien. L'idée est chouette. Ça m'a fait rire. Ouais, le passage du cirque, il est génial. Il est très très cool. Et il y a 61 souris, hein, toutes animées. Ouais, c'est vrai. En plus, en même temps. En même temps. Font des figures et tout. Ouais. 66 jours de tournage. Juste pour ça. Juste pour ça, les souris? Ah putain. Ouais. Enfin, le spectacle, quoi. Je suppose, le spectacle du cirque en général. Ouais, voilà, le spectacle en général, mais les souris, ça a été un taf monstre. Je voyais cette séquence et tout, je me disais, j'avais pas grillé que tout était animé et tout, en même temps et tout à l'époque, j'ai pas fait gaffe à ça. Bah non, toi, tu vois ça comme, tu regardes ton film, quoi. Tu vois pas tout le travail qu'il y a derrière, là. Bah à l'époque, ouais, hein, j'ai regardé ça comme ça. Hein. T'analyses pas, quoi. C'est fou, il y a vraiment des grands malades, hein. Ah bah, clairement. Est-ce que la BO t'a marqué un petit peu? Est-ce que t'as fait un petit peu attention à la musique ou pas? Je crois que oui, mais sur le coup, là, j'ai oublié. Sur le coup, parce que il me semble que quand j'ai regardé le film, je me suis dit, elle est pas mal la zik. Mais là, je me souviens plus c'est quoi la zik. Je l'ai pas gardé en tête. Le compositeur, on le connaît, on l'a déjà cité dans le podcast. Ah ouais? C'est Bruno Coulet, compositeur français, qui a notamment fait la BO de Song of the Sea. Ah ok, d'accord. Écoutez l'épisode sur Song of the Sea, s'il vous plaît, c'est gratuit. Ouais, en plus il est pas très écouté celui-là. Et c'est un super film. Ah oui, très bon film. Même si j'étais mitigé sur certains trucs, mais c'est un bon film. Il a aussi fait la musique du Petit Prince de 1992. On a fait un podcast, mais pas sur cette version. Non, pas celui-là. Sur Moon, le gardien de la lune. Ouais. Et Brice 3, qui a rien à voir. Rien à voir, je voulais le caler. Brice 3, Brice de Nice? Ouais. Ah putain, d'accord. Oui, ça a vraiment rien à voir. Hein. Il a enregistré la BO avec l'orchestre symphonique d'Hongrie. Ok, je connais pas. La musique Other Father Song, elle a été écrite et interprétée par le groupe The Might Be Giants, dont le chanteur John Linnell fait aussi la voix de l'autre père. Donc quand il chante sur le piano, tout ça, c'est lui. C'est un vrai chanteur, d'accord. Moi, il chante en français. D'ailleurs, est-ce que t'as grillé que son père, dans la vie réelle, il passe son temps sur un clavier, et que dans l'autre monde, il passe son temps sur un autre clavier? Oui, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe, mais oui, c'est vrai que c'est ça. C'est pas le même genre de clavier, mais... Il y a Christian aussi, mais... Ah là là, ouais. Par contre, je t'avoue que la scène où ils disent bah maintenant, il te reste un truc à faire, il faut que tu t'enlèves tes yeux, tu te coules les yeux avec les boutons. J'étais en mode non, fais pas ça. J'étais pas bien. Je me dis que pour les gens qui ont peut-être peur des aiguilles, je pense que cette scène elle doit faire hérisser leur poil. Moi, j'aime pas qu'on touche aux yeux, alors tu me dis on enlève tes yeux pour te mettre des boutons à la place. Voilà quoi. Sur le coup. Bon, ça se produit pas, donc ça va.
quand tu réfléchis à ce que ça pourrait donner comme sensation et tout, tu te dis, oh, ok, d'accord, ouais, non, j'aimerais pas être à sa place, je préfère même pas poser les questions. Mais c'est vraiment ce côté, tu mélanges quelque chose, enfin, ça a beau, tu sais que c'est des poupées, mais moi perso, le film opère, du coup, tu sais que ces personnages, entre guillemets, sont vivants dans le film. Ouais. Et te dire qu'il y a un mélange un petit peu mélanger de la chair avec un corps, avec des corps étrangers comme ça, qui n'ont rien à voir et tout, ce que ça pourrait procurer, tout comme sensation et tout. Ouais, il y a ça aussi. Puis après, il y a le côté poupée quand même, je veux dire, les poupées, il y a quand même une histoire de poupées un peu flippante. Enfin, comment dire, les poupées, c'est quand même un truc récurrent dans les films d'horreur, quoi. Je veux dire, il y a Annabelle, il y a Chucky, tu vois, enfin... Ouais, j'allais dire Chucky, ouais. Oui, Chucky, c'est quand même plus connu que... Mais bon, je veux dire, c'est souvent, il y a des films d'horreur où tu vois juste une poupée, ils te mettent une musique flippante, là, elle bouge pas, tu vois, mais t'es en mode, oh, je suis pas bien, là. C'est juste une poupée, putain, mais... Ouais, il y en a plein. Bah, il y a la saga Saw aussi. Oui, bah, Jigsaw aussi, il y a une poupée. Il y a tout le côté totémique, hein, qui revient, la mystique autour des poupées vaudou, tout ça. Il y a ça aussi, ouais. Plein de trucs, hein. C'est vrai que c'est récurrent, c'est un tool qui revient beaucoup, un trope qui revient beaucoup dans l'horreur. Ouais, complètement. Que moi j'aime bien, je t'avoue. Ouais. Quand c'est bien fait, ça me fait bien fait, ouais. Il y en avait un de James Wan, je crois que c'est Dead Silence, qui est pas mal, je crois. Pas vu. Je crois que c'est Dead Silence. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça dans Chair de Poule aussi. Il y a un épisode de Chair de Poule qui a traumatisé beaucoup de gamins avec une poupée aussi. Oui. Ouais. Là, ça te dit un truc? L'épisode non, le livre oui. Le livre, je l'ai lu. Oui, je crois qu'ils ont fait l'épisode sur le livre. Je crois que c'est aussi comme pour Jigsaw, je crois que c'est un pantin sur un vélo d'ailleurs, il me semble, un truc comme ça. Ah, c'est possible, je sais plus du tout. Si je confonds pas les univers. Mais ouais, en tout cas, le livre avec le pantin, ça me parle. Ouais, puis c'est marrant. Une bonne poupée bien cringe, bien craignos, en vrai, c'est fun. Hein. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Chucky, moi, j'ai trouvé sympa le dernier Chucky qu'ils avaient sorti, là. Ouais, je l'ai pas vu. Faut que je le vois. Mais ils ont un peu modernisé le truc, c'est un objet connecté. Connecté? Ouais. Ok. Dans le film, il y a aussi le côté boogeyman, hein, qui revient, hein, parce que clairement, la maman, c'est un croque-mitaine. Hein. Ouais, clairement, ça, le bah oui. croque-mitaine aussi, c'est... Ouais, c'est pas faux, ouais. Parce qu'en plus, ouais, la mère, par rapport au livre, dans le film, elle est un peu plus... La mère est un peu plus attachante. Dans le livre, elle est un peu plus froide, l'autre mère. Ah oui, d'accord. Non, bah là... en tout cas, moi, je l'ai vraiment perçue comme plus froide, quand elle essaye d'être une maman. Hein. Ouais. Alors que là, non, il y a tout un moment où elle est un peu weird, mais chaleureuse. Ouais, bah oui. Même le père, les deux. Il faut exprès, il l'accueille bien, il lui donne à manger ce qu'elle veut, etc. La chambre, elle est ouf, quoi. Elle est cool, la chambre. Ouais, elle est super belle et tout, alors que sa chambre de base, c'est une chambre de pauvre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, bah tu sens qu'ils sont pas installés, que les parents, ils ont d'autres préoccupations. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un peu tout par terre et tout. Et l'autre, il y a de la tapisserie rouge et tout. Enfin, c'est super beau, quoi. Toutes les pièces sont belles, machin. C'est vrai que la maison, la partie l'autre monde donne envie. Hein. Ah bah clairement. Bah c'est fait exprès pour qu'il l'attire, quoi. Ouais, voilà. Eux, ils lui donnent ce qu'elle a envie d'avoir, en fait. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a vraiment un côté féerique, onirique qui est ultra captivant. Puis c'est blindé de couleurs et tout, c'est pas terne, c'est... Ouais. Les chats y parlent, les souris font un truc de malade, enfin, ça donne envie d'y rester, quoi. Tu as l'impression que ça va être la fête du slip tous les jours, quoi. C'est clair. Mais donc au final, elle veut lui faire ça pourquoi? Pour prendre son âme, c'est ça? Ouais, en fait. Elle les tue ou... En fait, ce boogeyman-là, bah, du coup, te capture pour se nourrir, en fait. C'est ce qu'elle fait avec les enfants, en fait. Ah ouais, mais parce qu'après, il y a les âmes... Enfin, c'est... Ouais, il y a les âmes des enfants. Ouais, c'est ça, les a enfermés dans le miroir. Ouais. Les âmes sont enfermées dans le miroir, elle s'est nourrie d'eux, et eux sont prisonniers de ce monde, et elle, il lui faut régulièrement quelqu'un pour se nourrir. Bon, en fait, quoi, elle les libère, c'est juste qu'en fait, ils vont mourir. Enfin, ils sont déjà morts, mais en fait, ils vont... Ouais, en fait, leurs âmes sont prisonniers. Ouais. Sont prisonnières, pardon, et Coraline va pouvoir les libérer, quoi. D'accord, ok. Tu le sens pas trop dans le film, mais certains enfants sont là depuis très 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 longtemps. Il y en a un... Ah bah oui. Ils disent que c'est la sœur de la grand-mère. Ouais, mais il y a vraiment... Ça, par exemple, c'est pas... Bah, du coup, comme ce personnage n'est pas là dans le livre, la grand-mère n'existe pas. Ouais. Waibi n'existe pas. Ouais. Tu sens qu'il y a vraiment un gamin qui est là depuis très 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 longtemps, peut-être 200-300 ans, tu vois, comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Parce que là, vu que t'as au moins un repère avec la grand-mère, ils disent, ouais, c'est la sœur de la grand-mère, c'est que, bon, c'est une grand-mère, je sais pas, elle doit avoir 70-80 ans, quoi. Ouais, tu dis ça, donc tu dis que peut-être tous les un peu moins de 100 ans, peut-être tous les 80 ans, tout comme ça, elle a besoin de capturer un enfant pour se nourrir, quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et puis elle arrive pour se sustenter, et puis elle arrive à survivre quelques décennies, et puis hop, s'il y a quelqu'un qui revient, nouvelle proie, et voilà, quoi. Ouais. C'est un serpent sur le très long terme.
Il y a l'histoire des gants aussi dans le film. Bon, après, c'est très court, mais... Oui, il me semble que dans le livre, c'est des bottes, je crois qu'elle veut. Ah ouais? Mais c'est la même fonction. C'est pour se démarquer, hein. C'est pour être un petit peu plus collé à sa personnalité, être un peu plus fantasque, quoi, s'exprimer un peu plus, parce que tout est terne un petit peu autour d'elle, et oui, à l'école, elle va être en uniforme, c'est terne, tout le monde va avoir les mêmes vêtements, et elle veut se distinguer un tout petit peu, quoi, histoire de... Ouais, la mère, elle veut pas lui acheter des gants, elle lui offre à la toute fin. Oui, des gants miniatures, de taille variable, je crois, parce qu'il y a des gros plans à un moment, mais des gants miniatures qui ont vraiment été conçus pour la marionnette, à la main. Ouais. Des vrais gants cousus, tricotés à la main. Ils ont tout fait, quoi. C'est vraiment impressionnant, c'est un super boulot qu'ils ont fait. Et pour la dernière petite info qui est folle, je sais pas si tu vois, mais les cheveux de Mademoiselle Sparcible, celle qui est en naïade, qui est nue en fait dans la pièce de théâtre. Ouais. Elle a des cheveux d'or, des cheveux dorés, des longs cheveux dorés. Ouais. Et ben pour faire tout ça, j'ai converti le nombre de miles. Il y a 8 km de fil d'or pour ses cheveux. Oh la vache, 8 km. Je crois que c'est à peu près 5 miles, comme ça. 8 km? Mais non. Pas si. Bah, apparemment, si. Je pense que c'est pas 8 km de fil d'or qui constituent ses cheveux, mais c'est 8 km qui ont permis, je pense, à force de travail, la constitution de ses cheveux. Ah oui, ok, je vois. Sachant qu'il y a genre une mèche, plus une mèche, plus une mèche, plus... Voilà, et okay. Sachant qu'il doit peut-être y avoir plusieurs perruques, il y a plusieurs statues, il y a plusieurs marionnettes, tout ça, quoi. Donc, faut prendre ça en compte. Hein. Ok. Oui, en plus, il y a ça. Ouais, bien sûr. Oui, d'ailleurs, ces deux persos-là, on n'en a pas trop parlé non plus. Non, on peut revenir un peu dessus. Même les parents, on n'est pas trop revenu dessus. Hein. Ouais. Après, les parents, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, je dirais. Ils ont l'air adorables, mais ils sont dépassés. Leur fille, hein. Ouais, tu sens qu'ils aiment leur fille, mais... C'est pas des mauvais parents, mais il y a besoin d'un réajustement, clairement, suite au déménagement. Parce que tu vois, quand ils mangent, elle dit, ouais, il faut que tu manges des légumes, machin et tout. Ouais, ce que fait le daron, en vrai, même si c'est des légumes, ça donne pas du tout envie, quoi. Ouais, j'avoue que ça a l'air un peu dégueulasse. Sur les coups. Par contre, moi, je ne dirais pas non pour qu'un petit train vienne me servir, vienne me ramener le pot, la saucière, pour que je puisse me servir ma petite sauce dans mon petit plat à maison, hein, parce que ça, j'ai kiffé. Une feignasse. Bah attends, ta petite locomotive qui fait des huîtres sur ta table à manger, toi tu manges pépouze, c'est le feu, c'est trop bien. Ça me fait penser à un repas parc. Il y a un resto... Et un resto, c'est genre tu commandes et puis ça vient sur des rails, genre ça passe dans un genre de looping et tout, et ça arrive devant ta table. C'est marrant. En vrai, ça donne envie. Ah bah oui. Moi, ce petit train-là, ça m'a rappelé un truc que j'aurais adoré avoir gamin. Je sais pas si tu l'as vu, le film Casper. Le film, le film du coup, avec... Ouais. Christina Ricci, non Christina Ricci, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. À un moment, Casper, dans son grenier, il a tous ses vieux jouets et tout, ses locomotives, ses avions, ces trucs, sa petite ville miniature et tout, qui est vivante, en fait. Ouais. Et à un moment, il active son train et tout, et t'as la locomotive qui parcourt les rails qui sont suspendus au plafond, qui descendent et tout. Il s'assoit sur son train et tout. Et ça, j'aurais adoré avoir une ville miniature comme ça, dans un grenier juste dédié à ça et vivante et tout. Ouais. C'est un peu finalement, c'est un peu ce que permet la stop motion, hein. Tu donnes vie à un univers miniature, mais j'aurais adoré, moi, avoir un petit train qui fait sa life comme ça et tout. Bah, j'avoue que c'est stylé. Je suis en train de me dire que Casper, c'est glauque quand même, parce que c'est comme le fantôme d'un petit garçon. Je pense que je me referai ce film. Puis la musique est trop belle. J'aimais bien aussi quand j'étais gamin, mais je me souviens plus ce qui se passe dans le film, ça fait trop longtemps. Du coup, Mademoiselle Sprink et Forcible, elles sont fun en vrai toutes les deux. Hein. C'est peut-être les tantes que t'aimerais avoir à côté de chez toi, quoi. Elles sont drôles en vrai. Ah bah oui. Ouais, elles sont marrantes. Les anciennes artistes, danseuses. Ouais. D'ailleurs, tu les vois un peu à un moment. Showgirl. Artistes, bah c'est dans le... C'est... ouais, dans l'autre monde. La première fois au théâtre, ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Dans l'autre monde, ouais. Mais elles sont aussi cool dans le vrai monde, elle lui donne la pierre pour la protéger et tout. Ah oui. Avec son monde caramel et de sucre là, qui a 100 ans là, truc qui est dans un pot depuis je sais pas combien de décennies. Il regarde au fond du pot là, non c'est une main, non c'est pas une main, quand il retourne la tasse. Machin. Quand elles font la divination, ouais, dans les feuilles de thé. Ouais. C'est la vie de main, non moi j'ai une girafe, c'est le Dans le livre c'est pas tout à fait pareil, parce qu'en fait... C'est quasiment pareil, mais c'est pas exactement présenté avec les mêmes mots, tout ça. Donc ça le dialogue diverge un peu, mais il y en a une qui voit vraiment quelque chose. C'est attention Caroline, il va t'arriver quelque chose de vraiment de mauvais, et l'autre qui lui dit il va quand même t'arriver un truc de merveilleux à côté. Donc en fait c'est vrai hein, ce qui va se passer. Il va lui arriver un truc de ouf, hein, l'autre monde, tout ça, ça va lui donner envie. Il y aura des paillettes et tout, mais d'un autre côté il y a des conséquences graves quoi. Ouais. Sauf que là la girafe. T'en verras pas de girafe, quoi. La main, t'en verras une, mais la girafe... Oui, voilà. Ouais. Mais bon, après, ça se rejoint. L'idée est la même. Hein. Quand tu fais attention,
ça signifie quand même la même chose, quoi. Mais ouais, je les ai bien aimés, c'est les persos, c'est les artistes, hein, un peu comme Monsieur Bobinski, hein, haut en couleur, ils ont leur personnalité, plus que les parents d'ailleurs, et ils sont cool, moi je les aime bien, c'est de chouettes persos. Elles sont pleines de formes et tout, enfin elles sont vivantes, elles sont bien animées, enfin je sais pas, les persos, je trouve qu'ils ont une présence vraiment, les marionnettes, dans leur style et tout, je trouve que ça fonctionne super bien. Ouais. Bon, elles sont glauques avec leurs chiens, mais... Un petit peu, ouais. Non, mais les personnages sont attachants et tout. Les voisins, ils sont cool. Mais d'ailleurs, en fait, c'est une maison où ils sont 3, quoi. En fait, il y a plusieurs étages. C'est pas juste une maison où il y a que la famille là. Il y a en bas, il y a les deux, comme dit, les deux tantes là. Et au-dessus, il y a Bobinski. C'est vrai que c'est présenté de manière très succincte, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, t'apprends, par exemple, dans le livre, ils ont plus le temps de préciser, bien sûr. Dans un film, tu vas être succinct, mais en fait, c'est un peu différent. La maison, elle est assez grande. Et en fait, c'est pas une porte miniature. Pour accéder à l'autre monde caché derrière une tapisserie. Ah, c'est une vraie porte, mais avec, comme dans le film, le mur est muré. Ouais. Et ça s'ouvre que de temps en temps. Mais en fait, c'est une pièce qui existe vraiment, entre guillemets, et qui a été condamnée. Mais t'as vraiment une pièce, entre guillemets, de l'autre côté, quoi. Ok, d'accord. Mais t'aurais un mur qui a condamné cette partie. T'en sauras pas plus, c'est juste que, de temps en temps, avec la clé, si t'ouvres, le mur de briques saute. Enfin, il disparaît comme dans le film, quoi, et tu peux accéder à l'autre monde. Quand les autres en décident, quoi. Mais je me suis demandé s'il y avait des règles ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait des règles. Genre, est-ce que ça s'ouvre que la nuit? Est-ce que ça s'ouvre que quand les parents sont pas là? Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des règles spéciales, en fait, par rapport à l'ouverture de la porte. J'ai l'impression que c'est comme dans le livre, il faut la clé, et c'est si l'entité le désire, en fait, finalement. D'accord, ok, ouais, il faut que ouais, ok. Parce que le seul qui arrive à s'y faufiler quand il veut, et qui est considéré comme un nuisible, c'est le chat. Parce que lui, il peut passer par plein d'autres endroits, et il peut passer d'un monde à l'autre. D'accord, ok. Ce que tu peux voir dans le film. Quand il passe dans le tronc, derrière un panneau... Ah oui, c'est vrai, c'est marrant, ce truc-là. Ça joue sur l'aspect, les chats noirs sont un peu magiques, les chats sont un peu magiques, le lien un petit peu avec la sorcellerie, la magie, tout ça, qu'elle soit blanche ou noire. C'est vrai. Encore une fois, meilleur perso. Ah bah complètement. C'est bizarre, dans Kiki, c'était pas déjà le chat le meilleur perso? C'est vrai. On aime peut-être un peu trop les chats. Mais je sais plus ce que je voulais dire. S'il y a un chat qui m'attaque là. Justement. Ah, parlons du chat. Ouais. Non mais le chat, par contre, il a un design un peu... Tu sais, il est vraiment mec, quoi. Il est mec de ouf, il a des grands yeux. Enfin, ça me fait... dans le style, en fait, ça m'a rappelé James et la pêche géante, et un petit peu Étrange Noël et Monsieur Jack. Ouais, bah voilà, clairement, ouais. Même si l'Étrange Noël, il y a un design aussi fait par Burton, mais c'est pas le seul, mais il y a vraiment un petit peu... Il y a un style un peu à la Henri Selick aussi, quoi, clairement. Ouais. Parce que l'Étrange Noël... James et la pêche géante, c'est pareil, hein, c'est des persos assez filiformes et tout, et tu retrouves un petit peu ça avec le chat, ouais. Il est un peu flippant, quoi, quand même. Sur le coup. De prime abord, il est un peu flippant. Ouais. Puis c'est le genre de chat, dès qu'il en a marre, hop là, coup de griffe. Ouais, c'est un peu ça aussi. Laisse-moi tranquille. Mais bon, moi, mon chat, il me fait pas oui de la tête ou quoi quand je lui dis tu veux des croquettes ou tu vois. Ah, moi, le mien, il me parle, il me dit oui ou non. Ouais, genre. Bien sûr. Il traverse, des fois, il passe derrière un truc, il disparaît et tout. Ah, c'est ouf. Super cat. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du film, à moins que t'aies d'autres choses à rajouter, d'autres pistes que tu veux creuser. Je réfléchis un peu, mais je comprends pas. Bah le fait de... Est-ce que Coraline, elle fantasmerait peut-être pas tout ça, tu vois? Est-ce qu'elle fabulerait pas en s'inventant une vie parce qu'elle s'ennuie, tu vois? Ah ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que mais regarde, les parents, quand ils reviennent, ils étaient enfermés dans la boule de neige, là. Et ils reviennent, ils ont de la neige sur eux. Ouais, mais pour eux, ils ont pas l'impression d'être partis, tu vois. Bah oui, je sais, c'est pour ça. Ils disent, oh mec, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais ils ont quand même de la neige sur eux. Ils ont quand même de la neige. Tu vois. Après, c'est peut-être Coraline qui s'imagine qu'ils ont de la neige sur eux. Ouais, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Moi, je le prends au premier degré. On m'a pas dit dans le film que c'était elle qui rêvait, donc à partir de là. J'aime bien comment on présente des histoires fantastiques. J'aime pas à chaque fois dire, ah ouais, non mais c'est un rêve, non mais elle a imaginé, non mais machin, c'est un peu... Ah, moi j'aime pas non plus cette association de facilité, souvent. Mais après, c'est souvent des théories un peu fumeuses. Hein. Tu sais qu'il y a des théories, je crois que sur pratiquement toutes les séries, il y a des théories, ouais, genre c'était un rêve, il était dans le coma. Je crois qu'il y a ça sur Harry Potter, sur Walking Dead. Ça, tu l'avais tout le temps, mais... Ouais. Au bout d'un moment, tu dis, en fait, c'est même pas marrant, bah du coup, arrêtez de raconter des trucs, on va limite si... Bah, c'est ça. Si à chaque fois tu dois te dire ça, franchement... En fait, il était dans le coma. En fait, il ne s'est jamais rien passé, tu ne le vis même pas. Quoi? Par contre, je pense quand même que Coraline, c'est quand même un appel un petit peu au rêve, à l'imaginaire et à tout ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Et on a Neil Gaiman et puis Henry Selick par son film nous propose vraiment un univers pour s'évader un petit peu.
Même s'il y a le côté qui fait entre guillemets un peu peur, tout ça, il y a des contreparties, c'est pas si... Finalement, on se dit toujours que l'herbe est peut-être plus verte à côté, mais pas forcément. Ça peut être pire. Ouais. Et regarder, être attentif quand même, et se laisser prendre par son imaginaire, ne pas hésiter à rêver quand même, à aller visiter des choses. Faire de l'urbex, non, c'est ça? Ouais, pourquoi pas, si ça te fait triper, ouais, carrément. Je sais pas, Non, moi, c'est mais- pas mon truc, mais... Voilà, voyager, se laisser porter par un récit qui soit réel ou fictif, voilà, se laisser porter par un univers, tout ça, et je pense que c'est cool. Et moi, que ce soit le livre ou le film, les deux m'ont emporté, m'ont invité dans cet univers qui fait à la fois fantasmer et cauchemarder, et Ouais. j'ai trouvé ça génial. Ouais, bah, c'est une bonne conclusion. Pour le coup, j'ai trouvé ça génial, moi aussi. Voilà. Enfin... Je viens de conclure alors que j'ai encore 2 points à aborder. C'est Ah génial. merde. Vas-y, bah, pars sur tes 2 points, vas-y. Sur cette semi-conclusion, est-ce qu'il y a un point que tu n'aurais point aimé dans ce film? Bah, ouais, bah, comme j'ai dit au début, hein, c'est... J'ai dit Big B. Non, c'est pas Big B, c'est... Weebly, Wilborn. Wilby. Wyborn, Wife. Wyborn ou Wyby. Pas de bol, pas de B. Pas de bi. Ouais, Le bah, fait que tu l'aies pas assez vu, c'est ça? ouais, et puis quand dans l'entremonde, elle lui coud sa bouche, donc il parle pas. Ouais, je Le comprends. deuxième. Je comprends le message empathique, mais je comprends aussi que t'aurais voulu le voir un peu plus, parce qu'il est quand même Voilà. sympathique, le personnage. Bah ouais, il est cool. Et puis j'aime bien son design un peu bossu et tout, là. Tu sais, il a enfin, je sais pas. J'aime Ouais, bien. il a un capital sympathie de ouf. Ouais. Enfin, ouais, bah, je pense que le fait qu'il soit bossu, tout ça, c'est vraiment pour montrer qu'il est introverti, qu'il est vraiment recroquevillé sur lui-même, seul, et bah, il est attachant, quoi, il est cool. Puis t'as envie d'avoir tu dis, je me serais bien vu en mec un petit peu... Bah, en fait, finalement, il est un peu comme Coraline, il bah a son oui. originalité, mais sur d'autres thèmes. Hmm. Il parle au chat, c'est son pote, il se crée son propre univers, il est fasciné par les insectes, il s'est fait un super vélo, il a un super costume, Ouais, voilà. et ouais, il est carrément cool. Un peu le penchant masculin de Coraline, quoi. Oui, c'est ça. Pour les choses que j'aurais juste un peu moins aimé, c'est l'impression que dans le livre, justement, je reviens vite fait dessus, que voilà, que Coraline est plus maligne dans le livre qu'elle n'est dans le film. Mhm. Même si elle est très très loin d'être bête, hein, elle est très maligne dans le film, elle est dégourdie, intelligente, autonome et tout, enfin, elle déchire. Mais voilà, j'ai cette sensation que dans le livre, elle s'accomplit encore un peu plus seule. Ouais. C'est un peu plus prenant, je dirais, peut-être là-dessus. Mais voilà, les deux visions sont tout aussi cool, sont valables, et voilà, le film n'écrase pas le livre, hein, les deux sont valables, et j'ai autant aimé la lecture que regarder le film. Ok. Pour ce qu'on a préféré, dis-moi, à part le chat, comme Oh moi. merde. Ah Oh merde. ouais, le chat, sinon c'est trop facile. Hein. Non, bah la scène du cirque, je dirais. Ouais. Je sais pas, il y a plusieurs trucs, donc. Après, tu peux en dire plus. Hein. Non, mais. Bah, je commence alors si tu veux. Moi, j'ai la DA, Oui. de manière globale, le production Ouais. design, Ouais. les couleurs, enfin, c'était fou. Ouais. Le détail de l'animation. Ouais. Parce que l'animation, de manière générale, elle est trop bien, elle est hyper efficace, elle est folle, mais il y a plein de détails ça fourmille de détails et de vie, c'est genre magnifique. Je trouve ce qui donne encore plus vie et de crédibilité à l'univers. Le chat, non, je déconne. Et l'adaptation, qui est très réussie, je trouve. Elle est vraiment intéressante, elle est vraiment bien. Et je trouve que les deux sont complémentaires, et que tu sois, voilà, que n'importe quel âge, que tu sois jeune ou moins jeune, tu peux regarder et apprécier autant le film, je trouve, que le livre. Non, mais moi je dirais en fait les personnages en général, parce qu'ils sont tous bien, même l'autre mère méchante, elle est flippante. Bon, en fait, c'est l'écriture, quoi. Enfin, le film, il Oui. est bien écrit, quoi. Il est bien écrit. Enfin, les personnages qui sont censés te faire flipper te font flipper, ceux qui sont censés être attachants bah, sont attachants. Et voilà. Ouais, l'écriture, elle est en accord Voilà. avec ce qui t'est proposé visuellement, et c'est fort. Et la structure narrative, comme je parlais au début, là, avec l'histoire des trois merveilles et tout. À la fin, où tu te remémores le film et tu te fais toi-même ton petit jeu dans la tête et tu te dis, ah oui, si, plus ça, plus si. Ouais. Donc on va aller chercher les trucs là, quoi. Je trouve que c'est bien écrit, quoi. Voilà. Bah écoute, je suis d'accord. Merci monsieur Gaiman, et merci monsieur Sadiq. Ouais. Et tous les autres, hein, bien sûr, hein, toutes les équipes, ils ont fait un taf de malade. Non, pas eux. Non, je rigole. Nos chers Eh auditeurs et auditrices, hein, si ça vous intéresse, vraiment n'hésitez pas à aller voir les making-of, c'est fou, c'est passionnant, c'est pas très long à regarder. Ouais, c'est impressionnant, Ouais, regardez, j'ai plus de mots, voilà, j'ai plus de mots. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et le temps... Alors, c'est l'heure du bilan. Ok. Bon, là, on vient de parler de Coraline. On a fait Batman et Kiki. Mhm. Quel a été ton film favori dans ce thème qui était à la fois, comme on termine aujourd'hui, La Cité de la Peur? Alors, mon préféré, c'est
Roulement de tambour. Le rondelet. Hein? Le rondelet. Le rondelet. Le rondelet, ton Le préféré. rondelet. Ah, le rondelet. Ah oui, ok, la pub. Non, il n'y a pas de placement de produit dans ce podcast. On n'est pas sponsor, pas encore. Pas du tout. Non, mon préféré, c'est Coraline. Hein. C'est Coraline parce que l'univers est chouette, parce que visuellement c'est assez fou. Et je sais pas, ouais, j'aime bien toute l'ambiance qui a un peu glauque et tout autour du film. Moi, j'aime beaucoup et Kiki, c'est peut-être un peu trop chill pour moi. Il se passe pas grand-chose dans Kiki. J'aime bien, hein, mais c'est pas très action, quoi. Sur le coup, il se passe pas, voilà, il se passe pas 5000 trucs. Et ça, c'est un peu la vie quotidienne d'une sorcière dans une ville. Et Batman, bon, on a dit, il y a pas mal de problèmes, parce que c'est un DTV et tout, lisez plutôt le comics, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, et toi? Ok. Bah moi c'est comme toi, ça sera Coraline. Ah. J'aime vraiment beaucoup ce film, l'esthétique et tout. De toute façon, de manière générale, je suis assez attiré par ce que fait Studio Laika. Mais, ouais, le film, je le trouve ouf. Là, techniquement, c'est magnifique. Voilà, on va pas revenir dessus, on vient de le faire, mais voilà, la DR est folle et tout. J'ai vraiment adoré revoir ce film. C'est assez proche quand même en termes d'appréciation de Kiki, hein, parce que Kiki, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Ouais. Coraline est devant, mais Kiki, franchement, il se place très très bien. Excellent film, hein, je recommande vraiment à tous les gens qui peuvent le voir. Et bah voilà, Batman, j'étais mitigé. C'était pas hyper désagréable à voir non plus. Hein. Non. Mais voilà, sans plus, et je pense que ouais, je vais plutôt m'atteler à lire le comics. Oui. Par contre, voilà, il y a un réel gap entre Kiki, Coraline et les Batman, quoi. Clairement, ça n'a rien à voir, quoi. Bah, Batman, ouais, bah après, c'est un DTV, quoi, hein, donc faut pas oublier. Ouais, mais... Mais Perfect Blue, oui, je sais, je sais. Ah, techniquement, bon, on va peut-être pas ramener Perfect Blue à chaque sauce, mais... Pour moi, c'est pas une excuse. Le DTV et la thune, c'est pas qu'une excuse. Bah, je pense que pour certains trucs, si. Je veux dire, les véhicules en 3D tout pourris, c'est parce qu'ils ont pas de thune, quoi. Sur le coup. Je sais pas. Soit ils ont pas eu de thune, soit ils ont pas eu le temps. Tu dis à Warner de faire un... Bah, après, c'est ça, les productions comme ça, c'est fait pour sortir vite aussi, hein. Ils en sortent un tous les 6 mois, donc... Ouais, je veux dire, tu leur donnes du fric pour faire un... Tu sais, un vrai film d'animation au cinéma, je pense que ça te fait un truc plutôt sympa, hein. Moi, je pense que c'est une question de décision, hein. C'est pas une question de moyens, enfin de moyens techniques, hein. C'est une question, peut-être ils ont pas assez mis la thune, ou alors le projet il y a plusieurs trucs, a été mal commandé, je sais pas, enfin bref. Mais en tout cas, c'est pas une question de moyens techniques, hein. Ils les ont, ils auraient pu faire bien mieux, et voilà, quoi. Mais bon, on va pas relancer le podcast sur Batman, mais de toute façon, on est plus ou moins d'accord sur la vie du film, hein. Avec Max, on était tous plus ou moins d'accord. Oui. Donc voilà, fin du thème La Cité de la Peur. On clôture donc cette partie un petit peu horreur, épouvante, Halloween, tout ça. Et oui. On va passer à un tout nouveau thème, de l'autre côté du miroir. Ah, ça a l'air intéressant. Et on va commencer avec Millennium Actress. Il y a des liens, là. Il y a des liens, oui, pas avec Perfect Blue, ouais, bah. Donc voilà, prochain film, Millennium Actress. Ça sera une découverte pour moi et pour toi, si je dis pas de bêtises. Ouais, pour moi aussi, j'ai rien vu de Satoshi Kon, de toute façon. Pas à part Perfect Blue quoi, pour le podcast, mais je pense qu'on les fera tous au long de... Je sais pas, au long du podcast, on y passera par tous une fois, je pense. S'ils sont tous aussi intéressants que Perfect Blue... Ouais, il y en a pas beaucoup aussi, je crois qu'il y en a 5. Donc, ouais, ça sera vite fait, je pense. Ouais. Mais je suis d'accord, il y a moyen qu'on les fasse tous. Je suis curieux de voir la suite. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. J'espère que cette série, ce cycle vous aura plu. Moi, il m'a plu. Moi aussi, beaucoup. J'espère que le suivant vous plaira aussi. N'hésitez pas, si vous pouvez, si vous le désirez, nous mettre une petite note sympathique sur Apple Podcast. 5 étoiles, pas moins. Où est-ce qu'on peut nous suivre, Ista? Alors, on peut nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram @stopmotionpod. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire suivant la plateforme sur laquelle nous suivez, ça nous fera plaisir. On se retrouve très très vite donc avec Millennium Actress. À plus. Et à très bientôt. À plus.